J'ai beaucoup travaillé personnellement sur la partie ultraviolette du spectre électromagnétique de ces galaxies dont il va parler, alors que Marc a plutôt travaillé de l'autre côté, du côté infrarouge. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'univers visible, optique. Voilà. Enfin, en fait, ça ne nous sépare pas vraiment parce que c'est très, très intelligent d'aller chercher du côté de l'infrarouge. C'était pas facile. Il a fallu de nombreuses années avant d'avoir accès à ce domaine observationnel, tout simplement parce que les caméras et les expériences mises à notre disposition se sont faites très, très doucement, bien après ce qu'on pouvait faire en optique et en ultraviolet. Et Marc a été un des premiers, donc a eu la chance de participer à cette grande aventure qui a été donc l'explosion de l'astronomie infrarouge au sol et surtout dans l'astronomie spatiale. Donc il a commencé à travailler, je crois, au CEA. Il continue, il est toujours au CEA, à Saclay. Il a travaillé activement sur une expérience qui était poussée essentiellement par les Français, qui est le satellite ISO, qui a donc recueilli une moisson d'informations sur l'univers, dans tous les domaines, même un petit peu la cosmologie, mais surtout l'univers proche. Et puis, il continue dans ce domaine, bien sûr, vous allez voir, pour poussière, étoiles et galaxies, et il prépare également de futures missions spatiales dans l'infrarouge, en particulier autour de la mission Herschel. Bonsoir. Alors quand Daniel m'a proposé de faire ça, c'était il y a un certain temps, c'était il y a 4-5 mois, une période où je venais de terminer quelque chose qui m'avait beaucoup pesé, donc j'étais extrêmement enthousiaste. Et j'ai dit d'accord tout de suite, j'ai donné un titre qui me permettrait de voir un peu plus tard de quoi j'allais parler. Donc j'avais dit galaxie, étoile, poussière. Et puis j'avais dit faisons ça le 7 novembre parce que le 7 novembre, les tests sur l'instrument que je prépare justement pour le satellite Herschel seraient terminés. Donc j'aurai l'esprit tranquille. Bon, il s'avère que comme dans tout développement satellite, les tests prennent beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Donc en fait, ils viennent juste de commencer. Donc j'avais pas vraiment l'esprit libre. Et puis, en réfléchissant bien, je me suis dit, oui, galaxie, poussière, étoile, c'est pas vraiment dans ce sens-là que j'ai envie de faire les choses. Et donc, je vais plutôt parler de poussière, étoile et galaxie. Alors, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est justement d'utiliser un exemple ce soir, la poussière, pour mettre en lumière certains traits particuliers de l'astronomie qui, moi, me tiennent à cœur et qui font que, bientôt 20 ans après avoir commencé, je trouve toujours ça passionnant. Alors, l'astronomie, c'est une science un peu particulière parce que c'est vraiment une science de la contemplation. Dans l'astronomie, on se contente de regarder. On ne peut pas agir sur l'univers. On commence à pouvoir agir sur des choses dont on aimerait dire qu'elles sont des morceaux d'univers, mais on est tout de même un petit peu ambitieux, il me semble. Alors, ce qu'il faut faire, c'est savoir exploiter au mieux toutes les bribes d'informations que l'univers veut bien nous donner. Et on le fait à l'aide de choses comme ces télescopes, les VLT, c'est-à-dire on essaye d'être extrêmement ingénieux pour collecter tout ce qui peut nous provenir de l'univers. Photons, particules aussi. Et ce soir, je vais prendre un exemple qui est assez caractéristique de la démarche qu'on utilise en astronomie, et je vais m'intéresser à la poussière interstellaire. Alors, quand on parle d'astronomie, les objets qui viennent immédiatement à l'esprit, ça va être des étoiles, des planètes, des galaxies, des trous noirs parfois, avec des conceptions extrêmement audacieuses de ce que peuvent être les trous noirs. J'en parlerai pas, bien que ça puisse être très intéressant. Et ce qui m'intéresse, c'est que contrairement à une idée un peu préconçue, et contrairement à l'image que nous renvoient ces cosmonautes complètement harnachés de scaphandres absolument incroyables, ces objets ne sont pas dans le vide absolu. En fait, tout autour de ces objets, il y a une composante très importante, mais aussi très difficile à voir, qui a été observée en fait depuis que l'astronomie existe, mais qui a été identifiée en tant que telle qu'à partir du XXe siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la physique nous a permis de reconnaître ce qu'on était en train de voir, et cette composante, c'est le milieu interstellaire. Alors, le milieu interstellaire, qu'est-ce que c'est ?
C'est essentiellement du gaz, et dans ce gaz, c'est pratiquement que de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Un proton, un électron, c'est donc le constituant majeur de l'univers et le constituant majeur du milieu interstellaire, qu'on va trouver sous forme atomique ou moléculaire, suivant l'endroit du système qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire suivant les conditions physiques, la densité, la pression, et la présence ou non d'objets qui vont permettre de transformer de l'hydrogène atomique en hydrogène moléculaire. Alors, comme je suis un astronome, j'ai souvent tendance à employer des termes un peu de jargon. Donc, si je me mets à utiliser le terme H1, c'est pour parler d'hydrogène atomique, et le terme H2, avec un petit 2, c'est pour parler d'hydrogène moléculaire. Et si j'utilise H2 avec un grand 2 romain, c'est pour parler de gaz ionisé. Donc, j'essaierai de ne pas trop l'utiliser, mais ça peut me sortir tout seul. Alors, on observe ce gaz à l'aide de transitions entre les niveaux d'énergie des atomes et des molécules qui le composent. Et ça, c'est la mécanique quantique, justement, qui nous a permis non seulement de prédire, mais d'interpréter toutes ces transitions-là. Et donc de trouver un petit peu comment interpréter cette lumière. Et puis, avec ce gaz, il y a aussi de la poussière. Alors nous, astronomes, on parle de poussière, mais ce n'est pas la poussière de maison que vous connaissez, que je connais aussi, et à laquelle je suis allergique malheureusement. C'est plutôt des suies, c'est-à-dire des résidus que sur Terre on considérait comme des résidus de combustion incomplète, et quelque chose qui pourrait se rapprocher du sable, donc des composés silicatés. Donc c'est essentiellement du carbone, du silicium et de l'oxygène. Ça c'est important, hein, carbone, oxygène, silicium, parce que c'est des éléments qui ne sont pas des éléments primordiaux, c'est des éléments synthétisés dans les étoiles. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que vraiment les milieux diffus en astrophysique sont présents à toutes les échelles. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu diffus? C'est quelque chose justement qui va être très étendu spatialement, qui n'est pas condensé sous la forme d'un objet type planète, étoile, astéroïde. Et ces milieux diffus existent partout, dans le système solaire, comme par exemple ici, c'est une photo du ciel au coucher du soleil, où ce qu'on voit ici, c'est la lumière, ce qu'on appelle la lumière zodiacale. C'est la lumière du soleil qui est réfléchie par les particules de poussière qui se sont stabilisées dans le disque de l'écliptique, c'est-à-dire dans le disque du système solaire, qui sont essentiellement des résidus de la formation du système solaire, mais enfin pas essentiellement, en partie des résidus de la formation du système solaire, mais aussi des résidus des comètes et des interactions entre astéroïdes. Donc ça, c'est de la poussière. On va en trouver aussi entre les étoiles de notre galaxie. On va trouver aussi du milieu interstellaire, enfin cette fois-ci on parlera même de milieu intergalactique, entre les galaxies. Bien évidemment, les densités à chaque fois, les densités volumiques, sont de plus en plus faibles. Alors je vais passer un petit peu en revue différentes phases du milieu interstellaire pour bien cadrer un petit peu ce dont je parle. Alors la première phase du milieu interstellaire qu'on connaît qu'on observe très facilement, c'est le gaz ionisé. C'est justement celui qu'on a tendance à appeler H2 avec une notation de spectroscopiste. Donc c'est hydrogène ionisé une fois. En fait, ce qu'on observe, c'est une raie de recombinaison. C'est-à-dire quand l'hydrogène qui a été ionisé recapture un électron sur un des niveaux de l'atome d'hydrogène. Et ça, en fait, la raison pour laquelle on l'observe depuis très longtemps, c'est qu'il y a une des raies les plus fortes de la recombinaison de l'hydrogène, qu'on appelle H-alpha, eh bien, se trouve en fait dans le domaine visible. C'est-à-dire que l'œil la voit. Donc toute l'astronomie historique a observé cette raie, donc a observé ces milieux nébuleux, et que récemment, qu'on a identifié de quoi il s'agissait. Enfin récemment, au siècle dernier, qu'on a identifié ce dont il s'agit. Alors par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est une nébuleuse, donc un milieu diffus, qui s'appelle la nébuleuse La Rosette, qui est une structure de gaz. Tout ça, c'est du gaz hydrogène essentiellement, qui est ionisé par un groupe d'étoiles qu'on distingue ici. Alors ça, c'est une image qui est faite dans la raie de l'hydrogène. Donc les étoiles ne sont pas très lumineuses dans cette raie, et le gaz, lui, est extrêmement lumineux. Ce qu'on voit déjà ici, c'est que quand on parle de milieu interstellaire, on parle de milieu extrêmement structuré, très très complexe. Et ça, c'est quelque chose qui nous pose des problèmes quand on va tenter de modéliser un petit peu l'interaction de la lumière des étoiles avec la matière interstellaire, pour essayer de comprendre le spectre d'objets plus complexes comme des galaxies. Alors l'autre composante qu'on connaît bien maintenant, c'est le gaz atomique. On le connaît bien parce qu'en fait, il y a la raie à 21 cm, qui est une raie de structure fine, c'est-à-dire une interaction entre le spin électron et proton de l'hydrogène atomique sur son niveau fondamental. Donc c'est une raie extrêmement simple à exciter, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc c'est en fait une raie qui s'observe qui est émise très facilement par le gaz hydrogène.
Du coup, on détecte pratiquement tout l'hydrogène présent grâce à cette raie, l'hydrogène atomique. Et en fait, c'est comme ça qu'on a pu voir, par exemple, sur un objet, sur les galaxies. Ici, il s'agit de Messier 83, qui est une galaxie spirale de notre groupe, enfin de notre voisinage, pas exactement de notre groupe de galaxies. Et ici, c'est la même galaxie, mais cette fois-ci observée via cette raie de l'hydrogène atomique. Donc, c'est la carte de la distribution du gaz atomique dans cette galaxie. Et les échelles sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que la galaxie optique, le disque optique, c'est-à-dire la galaxie telle qu'on la connaît, nous, êtres humains, c'est-à-dire un objet plein d'étoiles, en fait, se situe ici, dans cette partie-là. Et on a toute une structure qui reprend un petit peu la structure spirale, qui est bien plus grande, 2 voire 3 fois plus grande dans certaines galaxies, qui continue le disque stellaire, mais cette fois-ci en gaz. Et qu'est-ce que c'est ça? L'interprétation qu'on en fait, c'est qu'il s'agit du gaz qui constitue la galaxie, qui est toujours en train de plus ou moins se concentrer vers les régions centrales de la galaxie pour alimenter un petit peu le système. C'est donc des résidus de la formation de cet objet galaxie. Et la distribution qu'ils peuvent avoir nous renseigne sur quel scénario il va falloir qu'on mette en place pour comprendre la formation des galaxies. C'est ça, je reviendrai dessus dans la suite de cet exposé. Puis, donc, il n'y a pas que du gaz atomique et du gaz ionisé, il y a aussi du gaz moléculaire, H2, qui est très abondant mais très difficile à détecter, toujours pour des questions de physique. Il n'y a pas de raie de l'hydrogène moléculaire facilement accessible, en fait, et facilement excitable. Donc ici, c'est une nébuleuse planétaire, une très connue, la nébuleuse de l'Hélice. C'est une image faite dans l'infrarouge, parce que les raies, en fait, il s'agit de raies de rotation-vibration de la molécule d'hydrogène. Ces raies se trouvent dans l'infrarouge proche. Et là, ce qu'on voit, c'est du gaz qui a été expulsé par l'étoile, qui maintenant est dans le stade nébuleuse planétaire. Et c'est du gaz moléculaire qui est excité par le rayonnement de l'étoile. On voit aussi, en fait, du gaz moléculaire via un autre traceur. Comme je vous le disais, le H2, qui est le gaz moléculaire le plus abondant et très difficile à observer. Alors on utilise ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire d'autres molécules dont on suppose qu'elles vont être mélangées dans des proportions relativement constantes avec H2 et qui sont plus facilement observables. Alors la première de ces molécules en termes d'abondance, c'est CO, le monoxyde de carbone. Et l'avantage du monoxyde de carbone, c'est qu'il a des raies très fortes dans le domaine radio. Donc il est presque aussi facilement observable que le gaz atomique. Et lui, il trace la distribution de gaz moléculaire. Tracé, et on a énormément d'incertitudes sur par quoi il faut multiplier la quantité de CO qu'on détecte pour remonter à la quantité d'hydrogène moléculaire. C'est un problème en fait, qui dure depuis qu'on utilise le monoxyde de carbone comme traceur et qui n'est toujours pas résolu. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans les galaxies, en fait, il y a un phénomène assez intéressant qui est que le gaz moléculaire semble être limité à la partie optique, on va dire à la partie active, la partie stellaire des disques galactiques, alors qu'on va trouver du gaz atomique dans des parties beaucoup plus éloignées du centre. Et ça se comprend relativement bien en imaginant que ce qui se passe en fait pour le gaz, c'est une lente chute vers les parties centrales de la galaxie, pendant lesquelles la densité locale augmente. Il y a aussi tout un tas d'autres composants qui arrivent, comme la poussière dont on va parler bientôt, et où on permet en fait la transition du gaz atomique vers le gaz moléculaire. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans le milieu interstellaire comme composantes gazeuses. Et d'où viennent ces composantes? En fait, il y a deux origines. Il y a une partie, comme je le disais, sur le gaz atomique qu'on va dire primordial, c'est-à-dire qui vient simplement du refroidissement de l'univers et de la conversion petit à petit d'une soupe de quarks vers des choses beaucoup plus familières comme des protons, des électrons, puis en se recombinant des atomes. Donc il y a une partie qui est primordiale, et les abondances de différents éléments dans le milieu interstellaire, dans des endroits bien particuliers, peuvent nous renseigner justement sur le scénario d'évolution de l'univers dans ses premières phases de refroidissement. Mais en fait, il y a une grande partie du milieu interstellaire qu'on connaît dans notre galaxie locale, qui est du recyclage, et qui vient du recyclage de la matière par les étoiles. Vous le savez, au cours de leur vie, les étoiles expulsent tout ou partie de leur matière. Le vent solaire, c'est ni plus ni moins que de la matière du solaire qui est expulsée par le Soleil, poussée par le rayonnement.
Là, c'est beaucoup plus spectaculaire, parce que justement, les nébuleuses planétaires, qui sont des stades ultérieurs d'évolution d'étoiles comme le Soleil, expulsent en fait des couches entières de leurs atmosphères via des jets très très puissants. Et puis les supernovas sont des explosions d'étoiles dans lesquelles une fraction extrêmement non négligeable de la masse totale de l'étoile est complètement réinjectée dans le milieu interstellaire. Donc il y a comme ça un recyclage de la matière. D'abord, passage via effondrement dans des étoiles, fusion thermonucléaire, enrichissement, c'est-à-dire conversion des atomes les plus légers en atomes de plus en plus lourds, et puis après, on rend tout ça au milieu interstellaire. Et ça veut dire aussi que, de la même façon, analyser les propriétés du milieu interstellaire dans certaines conditions, dans certaines régions, ça peut nous renseigner sur, justement, ces mécanismes de recyclage, les temps caractéristiques qu'il faut à la matière pour être entièrement recyclée par la machine stellaire. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que l'évolution des galaxies. Le recyclage de la matière via les étoiles et son enrichissement, c'est ce qui fait qu'on peut parler d'évolution des galaxies. Alors, le milieu interstellaire, c'est assez fascinant, c'est très joli visuellement parce que c'est des formes extrêmement complexes et si tant est qu'on soit un petit peu artiste, on peut donner des couleurs extrêmement sympathiques à ces émissions. Il faut quand même se rendre compte qu'on est en train de parler de 10% aujourd'hui de la masse des galaxies, donc un espèce de résidu malgré tout. C'est parce que l'univers est quand même déjà assez vieux. Ça fait à peu près entre 10 et 15 milliards d'années que cette machine est en route, donc il y a eu beaucoup de matière qui se trouve capturée dans des choses qui ne rendront jamais, des trous noirs, des naines blanches, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, dans une galaxie comme la nôtre, le milieu interstellaire, c'est à peu près 10% de la masse visible. Alors, à côté de ça, il y a aussi la poussière interstellaire. Pour l'instant, on a parlé de gaz, et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la poussière. Alors, la poussière, vous en avez tous déjà vu. La poussière interstellaire, vous en avez tous déjà vu, parce qu'il suffit en fait de regarder le ciel par une nuit assez sombre. On voit ce qu'on appelle la Voie lactée, qui est notre galaxie. Ce qu'on voit, on est à l'intérieur d'un disque d'étoiles, donc on voit dans tout le ciel une traînée blanche qui correspond à ce disque vu de l'intérieur par la tranche. Et ce qu'on voit, c'est mis en valeur un peu exagéré sur cette représentation, mais ce disque n'est pas uniforme. Il y a des structures sur ce disque, des bandes claires et des bandes sombres. Et ces bandes sombres ne sont pas des trous à travers le disque, des endroits où il n'y aurait rien. C'est exactement l'inverse, c'est des endroits où il y a quelque chose. Et ce quelque chose nous empêche de voir derrière le reste de la galaxie. Et puis les astronomes amateurs, eux, qui font des images quand même beaucoup plus précises, ont déjà vu de la poussière interstellaire. Par exemple, ici, ce n'est pas exactement une image d'astronomie amateur, parce qu'elle est un petit peu travaillée quand même, mais c'est typique de régions qu'on peut voir en fait avec des petits télescopes. Et bien, on va voir quoi? On va voir évidemment des étoiles. Le rayonnement un peu rosé qu'on voit, c'est H-alpha. C'est le rayonnement de recombinaison de l'hydrogène, parce qu'ici, on a des étoiles massives qui ionisent le milieu environnant, puis ils recapturent des électrons, ils se recombinent, on voit de la lumière rose, et puis on voit ces structures très sombres, ici, qui sont à nouveau pas des trous dans la galaxie, parce que le ciel est vraiment plein de choses, d'étoiles, mais des objets qui se situent entre nous et cette région-là, et qui, d'une certaine façon, absorbent cette lumière, la capturent. Et ça, c'est la poussière interstellaire. Alors, ça, c'est ce qu'elle fait. Mais ce qu'elle est, c'est un petit peu compliqué de le savoir. Parce qu'on ne peut pas aller très facilement dans des régions qui sont situées à quelques années-lumière, voire quelques dizaines d'années-lumière, collecter un petit peu de poussière et puis la ramener pour l'analyser. On a essayé de faire ça dans le système solaire, c'est compliqué, les vaisseaux, quand ils reviennent, s'écrasent par terre. C'est pas très joyeux. Donc ce qu'on sait faire, c'est capturer de la poussière interplanétaire. Ça, on peut y arriver. Déjà, il y en a une partie qui tombe sur le sol. Et l'autre chose qu'on sait faire, c'est analyser les propriétés d'absorption et d'émission des choses, du gaz et de la poussière, parce que c'est un solide, donc ça a certaines signatures. Et ça nous permet de dessiner petit à petit un portrait de qu'est-ce que doit être la poussière interstellaire. Alors, ça ressemble à des choses comme ça. Ça, c'est un grain. Alors, vous voyez la taille, ça, c'est 1 micron. Donc vous dites, oh, c'est petit. 1 micron, c'est très gros. Pour une poussière interstellaire, 1 micron, c'est vraiment très gros. On parle plutôt de, disons, 1 micron, c'est la limite supérieure de la taille des grains de poussière qu'on considère, nous, comme faisant partie du milieu interstellaire. On parle plutôt, nous, de grains qui font 1/10 de micron et en dessous. Alors, ceux qui ont fait un petit peu de physique se disent que bientôt, on va avoir du mal à distinguer qu'est-ce qui est un grain et qu'est-ce qui est une grosse molécule.
Oui, on a ce problème. Je ne pense pas que j'aurai le temps d'aborder ce sujet-là, mais il y a une espèce de continuum entre les molécules. Alors, on parlait tout à l'heure d'H2, c'est une molécule simple avec 2 atomes, mais on peut compliquer à l'envi, on peut faire des molécules avec 50, 100 atomes, et puis on peut commencer à faire des agrégats de molécules et construire comme ça des choses qui deviennent extrêmement compliquées, jusqu'à des tailles, on va dire, de faire quelque chose comme 1/10 de micron. Donc nous, on est obligé de travailler à cette espèce de continuum de matière, mais pour ici, je vais essayer de simplifier les choses, parler de grains de poussière, donc de grains solides. Mais retenez bien que si ce genre de taille de quelques dizaines de microns, c'est ce qu'on peut trouver dans le milieu interplanétaire, dans le système solaire, quand on va passer à des tailles typiques du milieu interstellaire, il faut diviser ces échelles caractéristiques par 10. Donc on parle d'objets qui sont quand même vraiment tout petits. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est essentiellement composé de carbone et de silicium. Ça, on le sait par l'analyse des courbes d'absorption, c'est-à-dire de la signature caractéristique de l'absorption de la poussière, ou des courbes d'émission quand on en a, j'en montrerai un petit peu tout à l'heure, et qui nous donnent des indications, des motifs spectraux caractéristiques de solides. Alors, au début, on était extrêmement simplificateur, donc on disait la poussière interstellaire, c'est du graphite et des silicates. Bon, c'est très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc c'est de composer à base de carbone type graphite ou charbon, ou des carbones aromatiques, et puis de différents silicates avec des inclusions de métaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que la poussière, ce n'est pas une composante primordiale. C'est constitué d'atomes qui ont forcément été créés par la machine stellaire, qui ont forcément été créés par la fusion thermonucléaire dans le cœur des étoiles. Donc ça indique, la présence de poussière quelque part dans l'univers, ça indique qu'il y a déjà eu à cet endroit-là, ou pas très loin, un processus de formation stellaire complet qui a enrichi le milieu interstellaire. Alors où est-ce que ça se forme ? On a beaucoup de mal aujourd'hui à vraiment identifier proprement où se forme la poussière interstellaire, parce que ce qu'on sait, c'est identifier des objets dans lesquels, des supernovas, par exemple des restes de supernovas, des objets dans lesquels il y a de la poussière. Mais comme il y a de la poussière partout dans le milieu interstellaire, c'est difficile de savoir si la poussière qu'on voit à côté d'une supernova, elle a été créée par cette supernova, ou c'est simplement un reste de ce qu'il y avait avant qu'on est en train de détecter. Donc, pour l'instant, le seul réacteur à poussière qu'on connaisse bien, c'est les atmosphères des étoiles froides, donc type nébuleuse planétaire. Bon, nébuleuse planétaire, c'est plutôt des étoiles chaudes, mais type étoiles qu'on appelle AGB, donc des étoiles qui sont en fin de vie et qui expulsent comme ça énormément de leur matière dans le milieu interstellaire. Cette matière, en se refroidissant, crée les conditions idéales de condensation de molécules, puis de molécules plus grandes, puis de collage de molécules les unes sur les autres, pour faire petit à petit générer des solides. On sait que les grains de poussière évoluent dans le milieu interstellaire. Ils ne sont pas simplement créés grains de poussière dans l'atmosphère d'une étoile et puis vivent leur vie. On sait qu'ils évoluent. En particulier, ils vont se coller les uns aux autres pour former ces structures extrêmement compliquées. Il va y avoir du dépôt de glace sur les surfaces des grains quand la densité est suffisamment forte, la densité du milieu interstellaire est suffisamment forte. Ça, c'est très intéressant parce que ces glaces, plus de l'illumination ultraviolette, ça fait des systèmes de réaction chimiques très très intéressants. En particulier, on sait que la surface des grains de poussière, c'est le site privilégié de formation de l'hydrogène moléculaire. Tout à l'heure, je vous disais, l'hydrogène moléculaire, on le voit essentiellement dans la partie centrale des disques de galaxies. C'est aussi là qu'il y a les étoiles, c'est aussi là qu'il va y avoir l'injection de poussière. Donc ce n'est pas non plus complètement incohérent. Poussière, site de formation, sur les surfaces de poussière, site de formation de l'hydrogène moléculaire. Ce n'est pas incohérent de détecter justement le gaz moléculaire à ces endroits-là. Donc les grains de poussière, ils interviennent dans la chimie du milieu interstellaire de façon extrêmement notable. Ils interviennent même de façon très compliquée, justement parce que ce sont des surfaces très réactives et qui peuvent se combiner avec tout un tas de molécules qui vont flotter à leur portée. Alors malheureusement pour eux, il existe des mécanismes de destruction très efficaces. Comme vous l'avez vu, par exemple, sur l'image de la rosette, le milieu interstellaire est très, très structuré. Et il est structuré par quoi ? Il est structuré essentiellement par les chocs. Source de ces chocs, par exemple, les explosions de supernovas. Donc la vie dans le milieu interstellaire, c'est assez agité. Vous voyez passer régulièrement des ondes de choc à 10, 20, 100 km par seconde, donc des choses extrêmement violentes. Et nos pauvres petits grains ont beaucoup de mal à survivre.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on connaît des sites de formation, on connaît des mécanismes de destruction très efficaces, et on a un gros problème qui est d'expliquer pourquoi il y a de la poussière. Parce que quand on fait le calcul, le taux de destruction est nettement supérieur au taux de formation. Donc en principe, il ne devrait pas y en avoir. Or, il y en a, donc ça veut dire que visiblement, on n'a pas tout identifié, ou on a peut-être des ordres de grandeur à corriger dans certains de ces mécanismes. Alors, la poussière, c'est quelque chose qui m'intéresse moi énormément, et vous allez voir, c'est quelque chose qui intervient à énormément d'endroits, mais c'est aussi très peu. Dans une galaxie comme la nôtre, la poussière ne constitue qu'environ 1%, voire moins, de la masse totale du milieu interstellaire, qui lui-même n'est que 10% de la masse totale des galaxies, donc on est en train de parler de 1 pour 1000 de masse totale des galaxies, enfin masse lumineuse des galaxies. Et puis quand on va se mettre à considérer l'existence de matière noire dans l'univers, on voit qu'on est en train de considérer des fractions extrêmement ridicules de la matière, de la masse de l'univers. Mais, comme on va le voir par la suite, il joue un rôle assez déterminant dans notre capacité à comprendre différents phénomènes assez importants de cet univers. Et la poussière interstellaire, en fait, elle va se retrouver dans différents objets de différentes tailles, et c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que c'est des objets parfois plus accessibles. Certains objets ont le bon goût de tomber sur la surface terrestre, ce qui nous permet d'analyser leur composition et d'essayer de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qui peut être à l'origine de la poussière interstellaire. Et puis on va les retrouver aussi agrégés dans des astéroïdes qui ont plus ou moins évolué comme ceci. Donc il y a tout un continuum de taille. On parle de poussière interstellaire à partir de quelques dixièmes de microns, et on va aller, toujours en restant dans les mêmes compositions chimiques, on va aller jusqu'à des choses qui font 500 km. Donc c'est intéressant pour nous, parce que ces objets, les astéroïdes, sont beaucoup plus facilement observables. On peut aller poser des satellites dessus, on peut extraire de la matière, on peut essayer de la ramener, et tout ça, ça reste malgré tout le même grand domaine des composés solides du milieu interstellaire. Alors bon, comme j'ai dit, la poussière, c'est extrêmement peu. Il y a même tendance à certains qui pourraient dire que c'est pouillème dans l'univers. En plus, visiblement, comme je l'ai dit, ce n'est pas primordial, il n'y a aucun lien avec les commencements de l'univers. L'astronomie est souvent réduite à expliquer le début de l'univers, le Big Bang et autre chose. Donc, pourquoi est-ce que la poussière interstellaire, ce composant aussi faible, peut être intéressante? Alors, la première chose, c'est parce qu'elle est très gênante. On est obligé de s'intéresser à la poussière interstellaire parce qu'elle nous ennuie. Elle nous ennuie parce qu'elle a une propriété fondamentale qui est celle qu'elle absorbe le rayonnement des étoiles. Ici, ça c'était un nuage, enfin c'est une ligne de visée dans notre galaxie. Et ceci, à nouveau, n'est pas un trou. Il n'y a pas de trou dans la galaxie. La distribution des étoiles, en particulier des étoiles assez vieilles, est très uniforme. Elle varie, certes, mais elle varie très lentement. Donc il n'y a pas de trou dans le disque galactique. Donc si on voit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose devant, il y a quelque chose qui est capable d'absorber totalement le rayonnement des étoiles. Et ça, c'est la poussière, et c'est une de ses propriétés fondamentales, c'est sa capacité d'éteindre le rayonnement, de cacher des choses. Elle n'est pas la seule, hein. Le gaz peut le faire. Ici, c'est le spectre du Soleil, et tout ce qu'on voit ici, toutes ces petits traits sombres, ce sont des signatures d'absorption du gaz dans les couches externes de notre étoile, qui sont très intéressantes parce que ça permet de comprendre la composition solaire, mais comme on peut le voir, ça ne bloque pas la majeure partie de la lumière du Soleil. Donc le gaz absorbe de la lumière, mais il n'est pas capable d'éteindre la lumière aussi efficacement que la poussière. Ça, c'est assez fondamental, parce qu'il n'y aurait pas la poussière, on serait capable de voir très très loin dans notre galaxie. En fait, la poussière, comme c'est un solide, elle dispose de bien plus de moyens que le gaz d'absorber le rayonnement. Bon, elle dispose parfois des transitions énergétiques entre niveaux de ses composants, quand par exemple la poussière va se retrouver à avoir des petites molécules qui sont accrochées à sa surface. Ces molécules peuvent absorber du rayonnement par l'intermédiaire de leur transition, mais un solide, c'est aussi un système qui peut vibrer, et plus il y a d'atomes, plus il y a de modes de vibration possibles, donc plus il y a de façons de stocker de l'énergie dans un solide. En fait, c'est tellement vrai qu'on utilise cette propriété-là pour faire des détecteurs. Le détecteur sur lequel je travaille en ce moment, c'est un bolomètre.
Et c'est ni plus ni moins qu'un bout de chose solide qu'on expose à la lumière et qui se réchauffe. Puis on mesure la température. Et comme ça, si on mesure bien la température, on arrive à mesurer l'énergie déposée. Bon, bah, les grains, c'est pareil, hein, c'est des solides, et ils ont beaucoup de modes de vibration disponibles, donc ils peuvent absorber de la lumière sur une très grande gamme de longueurs d'onde. Qu'est-ce qu'ils en font de cette énergie? Ben, ils s'échauffent, et ils vont atteindre comme ça des températures qu'on sera capable de mesurer, j'en parlerai un petit peu par la suite. Donc, cette capacité à absorber de la lumière sur un très très grand domaine de longueur d'onde, elle est résumée sur cette courbe-là, qui est la courbe d'extinction, c'est-à-dire la quantité relative d'extinction, la quantité relative d'absorption générée par la poussière en fonction de la longueur d'onde. C'est des courbes, en fait, ici, je ne vous demande pas vraiment de... Je ne vais pas discuter vraiment le détail de ces courbes, mais ce qui est intéressant, c'est des courbes pour le petit nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan, les deux rouges et bleus, et puis notre galaxie. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces courbes, qui nous disent quelle est la fraction de lumière qui va être absorbée par une quantité donnée de poussière à une longueur d'onde donnée, ces courbes ont une partie commune, qui est ici. Alors nous, on aime bien, par gymnastique intellectuelle, noter de temps en temps la longueur d'onde, puis 1 sur la longueur d'onde, ainsi de suite. Donc cette partie-là, c'est essentiellement le visible. Bon, dans le visible, en fait, il n'y a pas de différence entre ces trois galaxies, parce qu'ici, c'est essentiellement la taille des grains qui va déterminer leur capacité à absorber la lumière. Est-ce que la longueur d'onde est plus grande ou plus petite que le grain? Mais ici, on va commencer à attaquer des propriétés spectrales, des propriétés de la nature physique des grains. Et ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a des différences de galaxie en galaxie. Donc c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Via les propriétés d'absorption de la poussière, on peut commencer à voir des différences entre les différents sites. Les grands nuages de Magellan sont des galaxies, les nuages de Magellan sont des galaxies qui sont à l'extérieur, hein, nos galaxies voisines, donc des sites avec une histoire très différente. Et on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui, dans la nature des grains, est différent d'un objet à un autre et produit ce type de comportement. En particulier, cette bosse ici, on la connaît bien parce que tout ce qui est graphitique produit une absorption à cette longueur d'onde-là, qui est environ 2200 angstroms. C'est pour ça que les premiers modèles de grains avaient du graphite, parce qu'on avait identifié tout de suite cette bosse comme étant la signature du graphite. Bien, par exemple, le petit nuage de Magellan ne montre pas de signature spectrale des graphites. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils sont absents? C'est possible, parce qu'on sait que le petit nuage de Magellan a eu une évolution chimique très différente de notre galaxie, et en particulier, les éléments comme le carbone sont nettement moins abondants dans le petit nuage de Magellan que dans notre galaxie. Donc à partir de ce genre de petits détails, on peut essayer de remonter à la composition chimique de la poussière dans différents objets. Alors en fait, la poussière, ce ne serait pas gênant si elle était bien distribuée. S'il y en avait un peu partout, de façon très homogène dans les galaxies, ça ne serait pas gênant, ça ferait juste une correction moyenne en fonction de la distance. Et ça peut vous sembler aberrant de penser des choses comme ça, mais on commence toujours par faire ce genre de raisonnement en disant, bon, admettons que les choses soient uniformes, homogènes, isotropes, hein, c'est comme ça que l'expansion et le modèle d'univers issu de la relativité générale est sorti. Et là, ici, c'est un diagramme que j'ai pris de Trumper en 1930 qui fait la même hypothèse, et c'est par cette hypothèse-là qu'il va découvrir l'existence de poussière. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, je regarde des amas d'étoiles dans la galaxie. Et je vais dire, les amas d'étoiles sont tous les mêmes. À l'époque, ce n'est pas complètement farfelu de dire ces choses-là. Ils sont tous les mêmes, à peu près. Et donc, la lumière que je vais recevoir d'eux et le diamètre apparent de ces amas d'étoiles va être fonction de la distance à laquelle ils sont situés. Plus ils sont loin, plus ils vont apparaître petits, et moins je vais collecter de lumière. Logique. Et donc, il a deux façons de calculer une distance. La taille, plus c'est loin, plus ça va apparaître petit. Il calcule une taille comme ça. Et puis une autre qui est, plus c'est loin et moins je collecte de lumière. Donc, il calcule une autre taille comme ça. Et il s'attend, si toutes choses sont égales, à avoir une droite, une belle corrélation. C'est-à-dire que les deux tailles sont les mêmes. Et il voit quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il voit cette courbe-là. Il voit effectivement quelques objets qui ont l'air de suivre cette relation, mais ils ont plutôt l'air aberrants par rapport aux objets qui définissent la tendance générale. Et ça, comment il l'interprète? Il l'interprète justement en disant il y a quelque chose
en plus que l'éloignement qui fait que je perds de la lumière. Et c'est quelque chose en plus, eh bien, il va dire, c'est la poussière, c'est le milieu interstellaire qui absorbe de la lumière, et il en absorbe d'autant plus que c'est loin, et nos premières images de la distribution de la poussière dans la galaxie, c'est des images extrêmement uniformes. Et jusqu'aux années 40, on pouvait faire même, on retrouve dans la littérature des références à des distances qui sont calculées par le biais de l'extinction. C'est-à-dire qu'ils disent, ah ben là je vois cet objet, il est éteint d'un facteur 2, donc il est à telle distance, celui-là est éteint d'un facteur 4, donc il est plus loin, et ainsi de suite. Donc on a commencé par avoir une image extrêmement uniforme de la distribution de ce milieu absorbant. Bon, on sait aujourd'hui, parce qu'on a vu beaucoup d'exceptions à cette règle-là, on sait que la distribution de la poussière n'est certainement pas uniforme, c'est ce qu'on peut voir sur cette image-là. On a des structures, des nuages avec énormément, nous on appelle ça des nuages, parce que ça fait penser aux nuages terrestres, mais des structures extrêmement hiérarchisées et qui sont donc certainement loin d'être uniformes. Et dans ce qui semble être le même objet, par exemple celui-ci, on va trouver des endroits où apparemment toute la lumière nous parvient, on voit, et des endroits où apparemment rien ne nous parvient, on ne voit rien. Donc cette idée de départ est évidemment fausse, mais c'est pour bien vous faire sentir que l'astronomie est vraiment une science qui progresse un petit peu en aveugle, c'est-à-dire on découvre les choses petit à petit. Donc on est obligé de faire des hypothèses, parfois extrêmement simplistes, mais qui permettent de faire un pas de plus, d'avancer dans la progression. Et cette hypothèse d'uniformité, par exemple, c'est elle qui permet de mettre en évidence pour la première fois l'existence d'un milieu absorbant. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, malheureusement, la poussière, ce n'est pas du tout uniforme, ce n'est pas du tout distribué uniformément. Donc, il va falloir travailler dessus. Alors, il se trouve que là où on va la détecter très facilement, c'est dans les régions de formation stellaire. Et ça, c'est très intéressant, les régions de formation stellaire. Qu'est-ce que c'est qu'une région de formation stellaire? Bon, c'est là où les étoiles naissent. Vu qu'elles meurent, il faut bien qu'elles soient nées quelque part. Et ce qu'on observe, c'est des choses comme ça. Ici, c'est NGC 604 dans Messier 33. C'est cette région-là. Messier 33, c'est une galaxie spirale qui n'est pas exactement du même type que la Voie lactée, qui est un peu plus tardive, comme on dit. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces régions-là, on va trouver des amas d'étoiles de quelques millions d'années. Les étoiles ont l'air de s'être formées à peu près en même temps. Pour moi, en même temps, ça veut dire que dans le même million d'années, à peu de choses près. Donc pour moi, c'est une seule génération d'étoiles. Et c'est des régions assez intéressantes parce que c'est quand même là que les galaxies se régénèrent. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a une activité très intense de transformation d'un milieu interstellaire, le gaz de la galaxie, en étoiles massives, qui plus est. Et ces étoiles-là sont celles qui vont être les plus actives à générer des éléments lourds et puis les relâcher dans le milieu interstellaire. Donc ces régions qu'on distingue un petit peu sur cette image, ces régions de formation stellaire dans la galaxie, elles sont intéressantes du point de vue de l'évolution des galaxies, parce que c'est là que cette évolution se produit réellement. Et comprendre qu'est-ce qui fait que cette formation stellaire s'allume à tel et tel endroit, avec tel taux d'activité, que ça se régénère avec telle fréquence, et ça c'est comprendre qu'est-ce qui fait marcher la machine galactique. Qu'est-ce qui fait qu'un objet comme Messier 33 va consommer son gaz avec une certaine vitesse et va, ou non, garder la même apparence pendant 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards d'années. C'est ça qui nous explique comment on peut faire évoluer des galaxies et donc, vraisemblablement, comment elles ont évolué entre le moment où elles se sont formées et aujourd'hui. Alors, l'intérêt des régions de formation stellaire, c'est qu'elles sont très brillantes. Ça, c'est NGC, enfin, c'est pas NGC, au contraire, non, c'est N66. C'est une région de formation stellaire dans le petit nuage de Magellan, et pas le grand. Alors, ce qu'on voit ici aussi, ce vous voyez aussi sur l'autre image, c'est que les étoiles dans les régions de formation stellaire, elles naissent en bande. On ne va pas avoir une étoile, puis une un peu plus loin. On va avoir des amas d'étoiles qui naissent, des amas assez ouverts, c'est-à-dire les étoiles ne sont pas forcément liées gravitationnellement, et elles sont assez distantes les uns des autres. Mais ce fait-là, d'avoir beaucoup d'étoiles jaunes au même endroit, ça rend ces objets très faciles à voir, parce qu'ils sont très brillants, ils se distinguent beaucoup de leur environnement. Et puis comme ce sont des régions jeunes, elles vont contenir plus d'étoiles de forte masse que des régions plus âgées, parce que les étoiles de forte masse ne vivent pas très longtemps. Donc plus c'est jeune et plus il y en a. Et comme la luminosité c'est proportionnel au cube de la masse, en fait, on a des régions
qui sont nettement plus lumineuses que des régions âgées. Donc, tout semble concourir pour que les régions de formation stellaire, ces régions où se situe le maximum de l'activité d'une galaxie, sont des régions extrêmement facilement accessibles à des télescopes visibles. Et ça tombe bien, parce que les télescopes visibles, c'est ce qu'on sait faire depuis extrêmement longtemps, et on sait très bien les faire. Bon, là, je suis obligé de faire une petite digression, parce que j'ai un discours qui semble extrêmement linéaire dans la façon de poser les problèmes et d'essayer de trouver des réponses. Or, l'astronomie, c'est une science de l'observation, et observer, ça veut dire utiliser des techniques pour détecter les choses. Et ça veut dire qu'à chaque nouveau développement, qui n'est pas nécessairement généré par des questions d'astronomie, les astronomes vont se jeter dessus en disant « Oh, mais ça c'est intéressant, on pourrait détecter avec ça du gaz, des particules, des photons de telle énergie, et ainsi de suite. » Et donc à chaque nouveau développement technologique qui permettrait éventuellement de faire de la détection de signal, en général, est associé toute une série de nouvelles découvertes qui font progresser l'astronomie dans des sens parfois totalement imprévisibles. Donc on a une démarche extrêmement non linéaire. Les choses arrivent, les technologies deviennent utilisables et d'un seul coup, un pan va s'ouvrir. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 70 où, sous la pression, vraisemblablement pas des astronomes, la technologie de détection infrarouge est arrivée sur le marché. On s'en est emparé et on a lancé toute une génération d'observatoires basés sur cette technologie. En fait, le premier d'entre eux, après une certaine période de balbutiement au sol, le premier d'entre eux, ça a été le satellite IRAS. Comme c'est le premier télescope qu'on ait fait infrarouge, il a observé tout le ciel. C'était la première fois qu'on pouvait regarder le ciel en infrarouge. On ne peut pas le regarder très facilement du sol parce que l'infrarouge, c'est le domaine où les éléments qui ont une température ambiante émettent. Et l'atmosphère émet donc énormément dans l'infrarouge, le télescope aussi. Donc observer le ciel à travers quelque chose qui émet énormément, qui est très lumineux, c'est assez compliqué. Donc on ne pouvait observer que certaines régions du ciel, du sol. Donc on a immédiatement conçu des satellites pour le faire. Et en 1983, on fait le premier. Donc le premier, son rôle, c'est d'être le pionnier. Donc il a observé tout le ciel, ce qui est une belle performance. C'est extrêmement compliqué à faire. C'est une technique d'observation assez particulière, une technique d'analyse de données qui est particulière, et qu'on n'a pas refait depuis, en fait, qu'on va recommencer, mais cette fois-ci avec des satellites qui, eux, s'intéressent au Big Bang et à la cosmologie, pas à l'univers assez local. Et pour donner un exemple de la qualité ou de l'importance de ce type d'observation, aujourd'hui, 23 ans plus tard, on utilise encore ces observations-là. Il y a encore non seulement des bases de données qui contiennent les résultats de ce satellite, mais encore des gens qui travaillent à améliorer les observations prises entre 1983 et 1984. Donc pour nous, c'est vraiment le satellite fondamental. C'était un satellite américain essentiellement. Alors les Européens, pour ne pas être en reste, ont fait le leur, qui était ISO, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui lui est un véritable observatoire. Alors un observatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un télescope auquel les astronomes vont pouvoir aller, virtuellement ou réellement, faire des observations spécifiques. Et donc, de ce fait, ISO, qui est ici, n'a pas observé tout le ciel, mais il a observé quelques régions du ciel, une grande partie un grand nombre de régions du ciel, mais une fraction négligeable du ciel total, mais cette fois-ci avec des instruments beaucoup plus précis que IRAS. Et c'est vraiment le premier véritable observatoire infrarouge spatial. Et puis, depuis 2003, il y a Spitzer, qui est un satellite américain, qui est essentiellement, alors, bon, je suis européen, donc je vais dire qu'il est essentiellement le successeur de ISO, mais si c'était un Américain qui faisait ce talk cette présentation, il dirait que Spitzer révolutionne l'astronomie infrarouge. Bon, ça c'est la séparation atlantique. Et il est en vol aujourd'hui et il continue à faire avancer nos recherches là-dessus, sur ce domaine. Donc c'est vraiment depuis 1980 qu'on a les outils qui nous permettent cette fois-ci non plus de dire bon ben voilà, là il y a de l'absorption, mais qui nous permettent vraiment de travailler sur la poussière interstellaire. Et ça a une logique propre. C'est ça le message que j'aimerais faire passer. Ça n'est pas. Effectivement, il y avait de la science à faire dans l'infrarouge, et c'est ça qui a poussé la réalisation d'un satellite comme IRAS.
Mais ce qui a rendu possible la réalisation d'un satellite comme IRAS, c'est vraiment des développements technologiques un peu tous azimuts, pas nécessairement pilotés par l'astronomie. Et c'est de temps en temps, les astronomes disent « Ah, voilà, ça c'est très bien, ça il faut qu'on travaille là-dessus ». Donc il y a comme ça une espèce de veille à faire sur ce qu'il est possible de réaliser, et ça interagit avec les questions scientifiques qu'on peut se poser. Alors, en allant observer dans l'infrarouge, évidemment, on a eu un sacré choc. C'était la première fois qu'on allait observer dans l'infrarouge. Donc on ne s'attendait pas forcément à ce qu'on a vu. Donc ça, c'est la constellation d'Orion, telle qu'on peut la voir. Alors, en la mettant comme ça, c'est un peu amélioré, mais ça reste toujours dans le visible. L'œil ne voit pas ce genre de structure, il n'est pas assez sensible, mais elles sont là. En fait, ce qu'on voit, c'est H-alpha, le gaz ionisé qui se recombine. Ici, c'est Bételgeuse. Là, c'est les régions de formation d'étoiles d'Orion. Et ça, c'est la partie visible. On voit derrière, en arrière-plan, on voit les étoiles de notre galaxie. Et ce qu'on voit quand on va observer ça en infrarouge avec IRAS, c'est ça. Donc c'est une structure très complexe. Le ciel est plus vide, au contraire, il est plein. Il est plein d'émissions. Et ce n'est pas de l'émission dans le système solaire, c'est vraiment de l'émission dans la galaxie. Donc c'est une émission. En fait, on va retrouver d'ailleurs des structures ici qui sont associées avec ce qu'on voyait en H-alpha. Et ça nous dit, la poussière répond peut-être au même type de radiation que l'hydrogène ionisé. Puis on va trouver des structures beaucoup plus complexes, des structures filamentaires à toutes les échelles qui peuplent le milieu interstellaire. Donc ça nous a montré que, rien qu'en analysant les données, la poussière interstellaire était effectivement un composant du milieu interstellaire extrêmement bien répandu et diffus dans toutes ses composantes. Et ce n'est pas restreint à notre galaxie et à de petites échelles. Ici, c'est justement le grand nuage de Magellan dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est son apparence visible. C'est essentiellement une barre d'étoiles qu'on voit ici, à laquelle se superposent des régions de formation stellaire. Ici, c'est 30 Doradus, pour ceux qui connaissent. C'est pas loin d'ici que la supernova 87A a explosé. C'est dans cette galaxie. Et toute cette zone-là est une région de formation stellaire qui est très intéressante pour nous parce qu'elle est très active, plus active que ce qui se passe dans notre galaxie. Et ça, c'est la même chose en infrarouge. Donc, en fait, c'est une image Spitzer. Donc, Spitzer a un certain canot de longueur d'onde dans lequel il reste sensible à la lumière des étoiles. C'est pour ça qu'on distingue cette zone bleutée ici, qui correspond à la barre stellaire. En fait, c'est de l'émission, la queue d'émission dans l'infrarouge des vieilles étoiles qu'on va retrouver ici. Mais sinon, on trouve le milieu interstellaire, plus exactement la poussière du milieu interstellaire, structurée à toutes les échelles dans toute la galaxie. Donc, on a comme ça une espèce de double face entre la partie visible, stellaire, des galaxies, et la partie infrarouge, poussière, qui constitue extraordinairement peu de masse par rapport à la partie stellaire, et qui est très très répandue. Alors avant de continuer plus loin, je voudrais parler un petit peu de la façon dont la poussière absorbe et émet, de quelle est la physique qui est associée à ça. Et la première chose, c'est que la poussière, donc la première manifestation qu'on a vue, c'est l'extinction. Elle absorbe le rayonnement. Et ça, elle l'absorbe par tout un tas de mécanismes, tout un tas de transitions, des vibrations essentiellement des squelettes des solides, et éventuellement même des transitions des atomes et des molécules qui peuvent se situer à la surface. Mais cette énergie qu'elle absorbe, il va bien falloir qu'elle la réémette quelque part, un jour, même en général, elle la réémet assez rapidement. Et ce qui se passe, en fait, c'est que cette énergie, elle sert essentiellement à chauffer le grain, chauffer cette structure solide, elle élève sa température, et tout corps qui a une température produit un rayonnement. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir, c'est celui que vous pouvez voir en chauffant des métaux à des fortes températures, ils vont devenir lumineux. C'est ce type de rayonnement qui est utilisé dans les lampes à incandescence. Enfin, chauffer un filament à très forte température, quelques milliers de degrés, et il rayonne une lumière visible. C'est un processus fondamental, universel. Et des grains qui vont avoir une température de 10, 20, 30 Kelvin vont rayonner eux aussi. C'est ce qu'on voit en fait sur ce spectre, qui est un spectre synthétique qui a été fait par un de nos collaborateurs, Frédéric Galliano. C'est un spectre de galaxie, mais ça pourrait très bien aussi être un spectre d'une région de formation stellaire, où en fait on voit en bleu et rouge ce qui devrait être l'émission stellaire, c'est-à-dire ici on est dans l'ultraviolet, et là dans le visible. Donc on a des étoiles massives et des étoiles moins massives,
Puis la partie assurée, en fait, c'est ce que la poussière va absorber, c'est l'extinction. C'est la fraction d'énergie que la poussière absorbe, et ça lui sert à créer tout ce spectre-là, toute cette partie du spectre, par simple refroidissement. Donc elle se réchauffe à la lumière des étoiles, et elle réémet cette lumière comme un rayonnement à peu près de corps noir. En fait, je dis à peu près parce que c'est un rayonnement thermique de type corps noir qui va être modifié par les propriétés spectrales de la matière qu'on regarde. Et en particulier, aux alentours de 10-20 microns, il y a toute une série de raies très intéressantes. Ce ne sont pas des raies de motifs spectraux, parce que c'est assez large, qui nous disent justement que parmi ces grains, il y a des choses qui ne sont peut-être pas des grains, mais plutôt des très grosses molécules de type carbone, aromatique, à plusieurs cycles, contenant des centaines éventuellement d'atomes qui produisent ces structures-là. Et sinon, on a une émission très uniforme spectralement de type rayonnement de corps noir. Donc sur ce genre de spectre, on voit clairement l'effet d'extinction qui modifie la partie stellaire du spectre par rapport à ce qu'on devrait voir et qui redistribue une partie de cette énergie dans l'infrarouge. C'est pour ça que l'infrarouge est intéressant, parce que c'est là qu'on va récupérer tout ce qu'on a perdu dans l'optique. Alors revenons sur la région de formation stellaire. Ce qu'on a pu voir maintenant qu'on a accumulé quand même un certain nombre d'images de régions de formation stellaire, c'est que l'infrarouge, ça nous révèle un espèce de continent inconnu dans ces régions-là. Ici, c'est le nuage de Rho-Ophiuchus, donc une région de formation d'étoiles de type solaire, c'est-à-dire de masse ayant de 1/10 à quelques fois la masse du Soleil. Et ça, c'est l'image visible. Alors en fait, on sait que par ici, il y a des étoiles type B, donc des étoiles assez jeunes. Et ça, c'est l'image infrarouge. Donc on voit que toute la partie ici, qu'on a un peu de mal à distinguer, dans laquelle il n'y a rien, entre guillemets, toute cette partie est remplie de petites sources, parfois même très, très lumineuses, très nébuleuses elles-mêmes, qu'on va pouvoir compter, détecter, analyser. Et en fait, ça nous a montré que ce qu'on croyait être les étoiles jeunes sont effectivement des étoiles jeunes, parce que des types spectraux comme O et B, c'est des étoiles qui ont quelques millions d'années, mais ce ne sont pas les étoiles qui naissent. Ce sont des étoiles qui sont déjà nées. Et c'est qu'en allant regarder dans le domaine infrarouge qu'on perce la partie obscure de ces nuages et qu'on voit dedans, cette fois-ci, les vraies étoiles en train de naître, celles qui sont en train de naître et qui, dans quelques millions d'années, apparaîtront visibles parce qu'elles auront dispersé leur entourage. Ça, c'était le cas de Rohof, mais il y a un cas aussi assez connu qu'est la nébuleuse de la tête de cheval, qui est très connu parce qu'il est visuellement très parlant. Ça, c'est une image optique. Donc on retrouve H-alpha. En fait, il y a tout un amas d'étoiles assez chaudes dans cette direction qui illumine un nuage et en l'illuminant, ionise de l'hydrogène. Puis cet hydrogène se recombine et produit ce rayonnement rose H-alpha qu'on voit. Et puis devant ça, entre nous et cette région, il y a une structure qui a cette jolie forme de tête de cheval et rien d'autre. Et ça, c'est l'image infrarouge de la même région. Donc on retrouve, en fait, la tête de cheval, elle est là. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. En fait, ici, il y a une étoile qui est en train de se former, qu'on ne pouvait pas détecter dans cette image-là, parce qu'elle est complètement encore enfouie dans son propre cocon de formation. Mais elle se voit dans l'infrarouge. Et puis on voit tout un tas de structures qui sont dans cette partie-là, qui sont des structures de poussière qui signalent la présence de milieux interstellaires réellement actifs en dessous de la tête de cheval. Et en faisant ce genre de cartographie, en allant le faire de façon systématique dans plusieurs régions, en mesurant les propriétés des objets qu'on découvrait de cette façon-là, c'est-à-dire mesurer leur luminosité, leur couleur, leur spectre, là, on est arrivé à reconstituer en fait un scénario de formation des étoiles. Alors, ce n'est pas mon objet aujourd'hui de vraiment décrire quel est ce scénario. Il est assez simple. Il part d'un nuage interstellaire qui, pour une raison qu'on n'a pas encore très bien déterminée, suite à un balayage par des chocs qui sont, comme je vous l'avais dit, extrêmement fréquents dans le milieu interstellaire, voit certaines de ces régions s'effondrer sur elles-mêmes. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient supportées contre... Elles évitaient l'effondrement gravitationnel par l'intermédiaire de différents mécanismes, comme par exemple la turbulence. Et puis un jour,
ça cesse, et la gravité l'emporte. La gravité gagne toujours. Et le jour où elle l'emporte, ces cœurs commencent à s'effondrer. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, celle qu'on voit bien dans les images que je vous montrais, celle qui correspond à ces objets, toutes ces étoiles-là, c'est celle-ci, celle où on a encore les enveloppes de gaz en effondrement. Contrairement au premier stade où c'était juste du gaz en train de se contracter, on a commencé à former un objet central qui ne mérite pas vraiment le nom d'étoile parce qu'il n'a pas nécessairement allumé les réactions de fusion thermonucléaire, mais il est condensé. Et la matière s'accrète, la matière tombe sur ce système, elle tombe d'abord sur un disque, puis sur l'étoile. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? On a des sources de lumière, parce qu'ici, c'est devenu très compact et très chaud, mais c'est encore complètement entouré par un cocon de poussière. Ça veut dire que dans le rayonnement visible, tout est absorbé très localement ici, et rien ne sort, et on ne voit que l'émission de la poussière chauffée dans les parties centrales. Et puis plus tard, ce système va réussir, d'une part, à condenser une grosse partie de la masse sur l'étoile, à expulser le reste, et on aura des étoiles à disques. C'est dans ces disques que se formeront les planètes. Et c'est de ce disque, ou du reste de ce disque, qu'on peut voir l'émission dans notre propre système solaire, dans la lumière zodiacale. Et ces deux étapes-là, c'est vraiment deux étapes qui n'ont été révélées que parce qu'on a été capable d'aller identifier ces objets grâce à l'infrarouge. Donc c'est vraiment la mise au point de ce scénario. Et d'ailleurs, en fait, il y a un terme technique qui est très intéressant, ce stade-là s'appelle classe 0. Ça voulait dire qu'avant, on avait une classe 1, 2, 3, et qu'on était obligé de rajouter quelque chose après la construction du scénario, parce que clairement, la première étape n'était pas la première étape. Et ça, c'est des choses qui viennent de cette génération de télescopes infrarouges qui nous ont permis de creuser à l'intérieur de ces nuages, de voir là où la lumière ne nous parvenait pas, de voir les sources et les véritables étoiles en train de se former. Ça veut dire que la poussière, qui au départ pouvait être considérée comme un espèce de badaud gênant, nous bloquant la vue vers des objets intéressants de la galaxie et de l'univers, c'est vraiment devenu un témoin capital pour comprendre quelque chose d'assez fondamental, qui est le processus par lequel les étoiles se forment. Il est fondamental pourquoi ? Parce que c'est, d'un point de vue galactique, la formation des étoiles, c'est vraiment ce qui fait qu'il se passe quelque chose dans une galaxie. Une étoile comme le Soleil, elle vit sa vie pendant une dizaine de milliards d'années, tranquille, sans qu'il lui arrive grand-chose. Mais la formation de ce Soleil, ça a été quelque chose d'extrêmement actif, d'extrêmement violent, très rapide aux échelles dont on est en train de parler, quelques dizaines, certaines étapes durent quelques milliers d'années. Donc c'est vraiment la formation des étoiles, c'est le moment où il se passe quelque chose de très intense dans les galaxies. C'est vraiment cette partie-là qu'on peut considérer comme étant le moteur de l'évolution des galaxies. Et pour vraiment comprendre, pour vraiment construire un scénario cohérent de cette partie-là, finalement, il a fallu passer par l'infrarouge parce que le visible n'était pas suffisant. La poussière nous cachait ce qu'il y avait à voir. Et en fait, la poussière va jouer ce même double rôle de gêneur et puis finalement de témoin capital dans l'étude de la formation des galaxies, qui sera ma dernière partie. Alors quand on parle formation des galaxies, on est reparti un petit peu dans les a priori. La formation des galaxies, en principe, ça doit se situer assez en amont dans l'histoire de l'univers. La preuve, c'est que notre galaxie et beaucoup d'autres ont des amas globulaires, des amas d'étoiles très compacts, qui ont quelques milliards, voire une dizaine de milliards d'années, donc qui ont l'air d'être aussi vieux que l'univers lui-même. Ça veut donc dire que l'objet galaxie, il a une sacrée histoire, et cette histoire est peut-être aussi longue que l'univers. Alors, on a un scénario très classique, comme toujours, de formation des galaxies, où on va avoir du gaz primordial, c'est-à-dire le gaz qui est issu de la recombinaison des atomes, des protons et des électrons pendant la phase de refroidissement de l'univers. Ben ce gaz est attiré dans les puits de potentiel qui sont créés par la matière noire. La matière noire, c'est une autre matière qui était distribuée uniformément, mais pas exactement uniformément. Donc elle a créé comme ça des zones
attractif dans l'univers, dans lequel le gaz, qui ne peut pas s'en empêcher, tombe. Et au cours de cette chute, il se contracte, et quand elle est suffisamment contractée, on va avoir formation d'étoiles. Et c'est ça qu'on va considérer comme étant la formation des galaxies. Contrairement à une étoile, on peut dire une étoile existe à partir du moment où elle déclenche la fusion thermonucléaire. Une galaxie, c'est un objet beaucoup plus complexe. C'est très difficile de dire quand ça existe et quand ça n'existait pas. Alors nous, on a tendance à dire qu'on va assimiler la formation des galaxies avec le déclenchement de grands épisodes de formation d'étoiles dans un volume relativement compact, qui sera plus tard une galaxie. Donc il y a un flou à cet endroit-là, formation des galaxies, on ne sait pas, même nous, exactement de quoi on veut parler, et on évacue ce flou en disant, bon, on va plutôt étudier l'histoire de la formation des étoiles au cours de la vie de l'univers, parce que ça on sait faire, et on va dire que les galaxies se forment quand cette activité de formation d'étoiles, moyennée dans l'univers, est élevée. Donc dans notre scénario, les étoiles vont se former à un moment où le gaz est suffisamment compacté dans ces puits de potentiel, et ça va être le top départ de la vie des galaxies. Et comme c'est du gaz primordial, et que la poussière a besoin de gaz enrichi pour exister, puisque c'est du carbone, silicium, oxygène, ce n'est pas dans le gaz primordial, les premières phases de formation d'étoiles dans les galaxies primordiales, elles doivent être exemptes de poussière. Ça doit se faire sans poussière. Sans poussière, ça veut dire sans extinction. Donc ça veut dire que la bonne méthode pour aller étudier la formation des galaxies, c'est de regarder l'univers avec des télescopes ultraviolets, optiques, proches infrarouges. Bon, il faut décaler un petit peu les longueurs d'onde parce que la lumière qui nous vient de loin se décale vers le rouge. Ça, c'est l'effet de l'expansion. Mais bon, ça reste dans des domaines technologiques des domaines qui utilisent la même technologie de détection et des domaines assez accessibles. Des domaines type Space Telescope. Et on l'a fait. Donc la méthode pour étudier la formation des galaxies est simple. Il faut trouver un endroit dans le ciel où, a priori, il n'y a rien. Donc en général, c'est vers les pôles galactiques. C'est-à-dire, on évite de regarder dans le disque de la galaxie parce que ce qu'on va voir d'abord, c'est des étoiles de la galaxie. On regarde plutôt dans les pôles galactiques où il y a peu d'étoiles de notre galaxie, peu de milieux interstellaires. Le milieu interstellaire, vous l'avez vu, il est très structuré. Donc on essaye de regarder à des endroits où il est essentiellement absent. Et puis on va poser notre appareil pendant très très longtemps pour essayer de compter tous les photons qui nous viennent de cette direction de l'univers. Et on observe ce genre d'image. C'est une des dernières qui a été faite avec un des instruments du Space Telescope, qui s'appelle le Hubble Ultra Deep Field, puisqu'on avait déjà fait le Deep Field. On ne sait pas qu'est-ce qui sera le prochain. Et ce qu'on voit, en fait, quand on fait ce genre d'image, c'est qu'on voit des galaxies. Des galaxies, des galaxies, des galaxies, partout des galaxies. Même le rendu de cette image ici ne lui fait pas justice. Tous les points qu'on peut voir, toutes les petites choses lumineuses dessus sont des galaxies. Là, cette fois-ci, on a bien choisi notre direction. C'est un tout petit champ en termes d'extension spatiale, donc il n'y a pratiquement pas d'étoiles de notre galaxie dedans. Donc toutes les choses sont des galaxies, elles n'ont pas la même couleur, c'est déjà un signe. Quand on voit des galaxies qui sont spirales comme ça, mais plutôt jaune-rouge, c'est des galaxies déjà assez éloignées, parce que les galaxies spirales d'ici, elles sont plutôt bleues. Donc si elles apparaissent rouges aujourd'hui, c'est que la lumière nous vient d'assez loin. Donc on voit déjà qu'il y a pas mal de structures en couleur, ça veut dire qu'il y a de la structure en distance ou en temps. À ces échelles-là, on va plutôt parler de temps. Ça, c'est des galaxies qui sont... Les galaxies rouges de cette photo sont en moyenne situées plus en amont dans l'histoire de l'univers que les galaxies bleues. Donc on fait des très très belles images, pleines de galaxies. Après, on passe un temps extraordinaire à essayer de localiser ces galaxies dans le temps, ce qui est compliqué. C'est très compliqué. On peut le faire sur la base de leur couleur, mais ce n'est pas très précis. Le mieux, c'est de travailler avec leur spectre, mais pour avoir le spectre de dizaines de milliers de galaxies, qui plus est de galaxies extrêmement faibles comme celle-ci, ça demande des heures et des heures de pause. Donc c'est complexe. Et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas une histoire très très cohérente de l'univers avec ce genre de méthode. En fait, déjà, ce dont on s'est aperçu en faisant des observations visibles, certes, on détecte quelques objets très très lointains, à des époques où l'univers a 10, 20% de l'âge qu'il a aujourd'hui.
Mais en fait, on détecte surtout des populations de galaxies qui sont assez proches de nous dans le temps. Proches de nous dans le temps, pour des gens qui travaillent sur l'évolution des galaxies, ça veut dire qu'ils sont encore situés dans la première moitié de vie de l'univers entre maintenant et son début, ou dans la deuxième moitié de vie de l'univers depuis son démarrage. En tant qu'astronome, on parle toujours du temps à l'envers, parce que c'est comme ça qu'on le mesure. On mesure des décalages spectraux, donc on mesure ce qu'on appelle un temps de regard en arrière, c'est-à-dire à combien de nous, dans le passé, est situé un objet. C'est pour ça qu'on parle de la première moitié de vie de l'univers. Pour des gens habitués à un temps plus humain, c'est sa deuxième moitié. On parle toujours du temps qui se situe derrière nous, en partant de maintenant. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que l'essentiel des populations qu'on voit ici sont quand même relativement proches de nous dans le temps, donc on n'est pas remonté très loin en moyenne. Et en plus, quand on commence à faire des statistiques sur la nature de ces galaxies, leur activité de formation d'étoiles, on obtient des choses qui ne sont pas vraiment cohérentes avec ce qu'on sait aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on est capable de calculer quelle est la masse de carbone, enfin pas de carbone, on va dire quelle est la masse d'éléments lourds qui existent aujourd'hui. Ou quelle est la densité de ces éléments. On va ramener ça à un volume. On les compte, puisque c'est local, et on calcule aujourd'hui un temps. Et comme ils sont formés exclusivement par les étoiles, ça veut dire qu'il y a eu tant de générations d'étoiles pour le faire. Et après, on peut regarder ces galaxies, on peut regarder tout l'univers, et cette fois-ci, regarder toutes les galaxies dedans et compter combien de générations d'étoiles ça fait. Et puis comparer ces deux chiffres. Et là, on s'aperçoit qu'il nous manque des choses quand on fait ce genre de calcul. Il n'y a pas assez de générations d'étoiles révélées par cette image de notre passé pour expliquer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il manque quelque chose à cette image-là. Alors, pour deviner ce qui manque et pour aller le chercher, en fait, je refais un détour par IRAS. Je vais faire un long détour parce que je vais faire un deuxième détour dans ce détour. Premier détour, je vais parler d'une autre découverte IRAS. Bon, globalement, IRAS nous a montré que le ciel infrarouge était bien plus complexe que ce qu'on pouvait espérer. Et puis, il a aussi mis en évidence des galaxies qu'on a appelées, faute de mieux, des galaxies infrarouges ultralumineuses. Alors, vous en avez un exemple là. Il s'agit de HARP 220. Alors, HARP était un astronome qui a fait une chose très intéressante, c'est qu'il a décidé de faire un catalogue de tous les objets bizarres du ciel. Toutes les galaxies bizarres du ciel. Donc, les objets HARP quelque chose sont toujours des trucs avec des formes pas possibles. Et c'était sur cette base-là qu'ils étaient sélectionnés. C'est juste sélectionné pour être très étrange, morphologiquement parlant. Donc ça, c'est HARP 220, son deuxième objet. Et ce qu'a montré IRAS, c'est qu'il existe des galaxies dans notre univers, localement. On est en train de parler de choses qui sont situées à quelques 10 ou 100 mégaparsecs de nous. Ça reste dans un univers qu'on peut considérer comme aujourd'hui, donc local. Et il a vu qu'il y avait des galaxies qui étaient 10 à 100 fois plus lumineuses que les galaxies classiques telles Voie lactée ou Andromède, qui sont des grosses galaxies. Et alors que leur taille était souvent bien plus réduite. Donc des objets qui, d'une façon ou d'une autre, réussissaient à produire de la lumière de façon bien plus efficace que notre galaxie. Et puis il a aussi vu que, alors que des galaxies classiques type Voie lactée, à nouveau Andromède, distribuent leur énergie en grosso modo 70% d'énergie produite par les étoiles, 30% d'énergie produite par la poussière. Donc ça veut dire 100% d'énergie produite par les étoiles, mais il y en a une fraction que la poussière absorbe et qu'elle réémet, dans la limite de 30% à peu près. Mais il a vu que ces objets-là, ces galaxies ultralumineuses, ce n'était pas du tout ces fractions-là. C'était 99% de la luminosité qui sortait dans l'infrarouge. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne les avait pas repérés en tant que tels. Parce que ces objets extrêmement faibles et peu lumineux dans le visible, mais qui se révélaient avoir une émission infrarouge très très importante. Et ça, c'est ce que montre ce diagramme, montre le spectre de ce type d'objet entre une galaxie type spirale normale, où on a une belle bosse d'émissions dues aux étoiles, et puis un petit peu d'émissions de poussière, et puis ici, ce type de galaxie, type HARP 220, dans lequel on a une énorme distribution de l'émission dans l'infrarouge, c'est-à-dire que la poussière, dans la galaxie, rayonne la quasi-totalité de la lumière de cette galaxie. Alors, il faut garder à l'esprit que ce que la poussière rayonne,
c'est du rayonnement qu'elle a absorbé. Les étoiles produisent leur propre rayonnement par fusion thermonucléaire, elles produisent de l'énergie, mais pas la poussière. La poussière absorbe et redistribue. Et cela dit, ça veut dire qu'elle est très efficace là, à redistribuer quelque chose, et qu'il y a quelque chose qui est très très lumineux. Mais visiblement, c'est le cas de le dire, on ne le détecte pas. Alors, pour comprendre ce que c'est que cette chose très très lumineuse, je fais mon second détour. Et alors qu'on parlait de galaxies 10 à 100 fois plus lumineuses, je vais passer par les galaxies naines, qui, comme leur nom l'indique, sont des petites galaxies. C'est là qu'on se rejoint avec Daniel. Alors, et d'ailleurs, on se rejoint tellement parce que je vais parler même des galaxies naines bleues compactes, qui est une sous-catégorie des galaxies naines. Galaxie naine, c'est un terme morphologique, ça veut dire que c'est des petits objets qui font typiquement un dixième de la taille d'une galaxie, ou un peu moins, encore moins qu'une galaxie normale. Ce sont des galaxies, des objets peu lumineux, parce qu'ils sont plus petits, donc ils contiennent moins d'étoiles, ils émettent moins d'énergie. Et puis dans cet ensemble qui est en fait très très vaste, très divers de galaxies naines, il y a des galaxies bleues compactes. Alors nous, on aime bien les termes précis. Donc galaxies naines bleues compactes, parce qu'elles sont naines, elles sont bleues, elles émettent un rayonnement qui est dominé par les courtes longueurs d'onde, donc elles apparaissent bleues, et elles sont compactes. Un exemple ici, c'est POX 186, ça c'est la galaxie. Voilà. Et c'est vrai que ça ressemble à ARP 220 tout à l'heure, morphologiquement, mais en fait ça c'est beaucoup plus petit. Là on est en train de discuter de quelque chose qui fait une centaine, qui doit faire quelques centaines de parsecs, alors que ARP 220, on est plutôt en train de parler de kiloparsecs. Donc elle se réduit souvent à une région de formation stellaire, ou peut-être un peu plus qu'une. Ici, c'est une autre galaxie qui est SBS 0335-052, où il y a 4 ou 5 régions de formation stellaire dans cet objet, comparé à une galaxie spirale, où on a des dizaines, voire des centaines de régions de formation stellaire. Un trait caractéristique qui va compter, c'est que leur milieu interstellaire est assez pauvre en éléments lourds. Il y a assez peu d'éléments qui proviennent de l'enrichissement du milieu interstellaire par la fusion thermonucléaire. Donc ça veut dire qu'il y a eu peu de génération d'étoiles dans ces objets. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des galaxies jeunes au sens où elles se seraient formées récemment. Elles peuvent s'être formées en même temps que toutes les autres. Simplement, elles n'ont pas eu une histoire aussi continue. Et la formation stellaire a existé, s'est arrêtée, puis est repartie, et ainsi de suite. Et au total, l'évolution de ces galaxies a été plus lente. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous dit, voilà, on a peut-être dans l'univers local des objets qui ressemblent encore d'assez près à ceux qu'étaient les autres galaxies quand elles se sont formées. Donc des espèces de mini-laboratoires dans lesquels on peut regarder comment ça se passait avant. Sauf qu'ils sont ici et maintenant, et donc ça c'est facile. Peu d'éléments lourds, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça semble indiquer qu'il y a peu de poussière. Alors voilà 4 de ces objets sur lesquels moi j'ai travaillé, qui ont tous des noms assez particuliers, parce que les galaxies naines sont difficiles à voir, donc elles n'étaient pas référencées dans les catalogues classiques, donc c'est des gens qui les ont trouvés, qui ont dit tiens, ça va être la galaxie moi1, moi2. Des gens un peu plus modestes qui ont dit ça sera la galaxie SBS comme le second survey du télescope de Buran. Bon, voilà, c'est la façon de marquer un petit peu de son empreinte les catalogues de galaxies. Alors je reviens sur HE210, qui est ça c'est un nom de nébuleuse planétaire par exemple. C'est quelqu'un qui s'est trompé. C'est M. Enidze qui faisait son propre catalogue de nébuleuse planétaire qui a mis une galaxie dedans. C'est une galaxie dans laquelle il y a un arc de formation stellaire ici qui sont des amas d'étoiles. J'ai plus d'étoiles individuelles, mais d'amas stellaires, donc des choses qui font 1 millier d'étoiles massives, compactes. On en a 6 ou 7 là. Et en fait, nous, on a observé cet objet à différentes longueurs d'onde, du visible, là c'est du Space Telescope, là c'est H-alpha, jusqu'à... Enfin, nous, on avait observé jusqu'en bande L, donc L c'est 2 microns, proche infrarouge. Et puis il y a du 10 microns, donc de l'infrarouge réellement, et puis du radio. Et ce qui est intéressant dans cette galaxie, une fois qu'on a recalé les choses les unes sur les autres, qui est quelque chose de très compliqué à faire, en particulier en bande N à 10 microns parce que les étoiles n'émettent plus, alors on ne sait plus sur quoi se recaler pour mettre les images les unes sur les autres aux bons endroits, c'est assez compliqué. Alors on s'aperçoit que, par exemple, si on regarde ces objets-là, bon, celui-là, on le voit bien, il est partout. Ça, on interprète ça assez facilement. C'est une région de formation stellaire classique qu'on voit bien en H-alpha parce qu'elle ionise son milieu environnant. Donc le gaz est ionisé, se recombine, ça émet en H-alpha. Et puis on la voit bien en infrarouge parce qu'elle chauffe de la poussière autour d'elle.
Et cette énergie nous est re-rayonnée en infrarouge. Mais ici, on voit des choses plus intéressantes. Là, il n'y a rien. Dans les bandes visibles, il n'y a strictement rien. Puis ça commence à apparaître en bande K, 1,2 microns. C'est très fort en bande L, c'est encore très fort en bande N, à 10 microns. Et on voit ça aussi à 2 cm. Il y en a un aussi ici, VLA, 2 cm, ça c'est du gaz ionisé qui émet, en fait. Mais il n'émet pas en H-alpha. Il est là, mais pas là. Et pourtant, c'est le même gaz. Hein. C'est pas le même mécanisme d'émission, mais c'est le même gaz. On le voit ici, on ne le voit pas là. Et par contre, on le voit en bande L, à 2 microns, on le distingue quand même en K, puis il est disparu ici. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que c'est une galaxie dans laquelle il se forme des amas d'étoiles. Hein. La distance est telle ici que ce qu'on voit comme une source ponctuelle, c'est plus une étoile, c'est un millier d'étoiles. C'est quelque chose d'extrêmement compact, je reparlerai tout à l'heure. Enfin, je donnerai des chiffres tout à l'heure. C'est vraiment une structure très compacte, très jeune. Donc il se forment des amas, visibles, certains, mais il se forment aussi des amas invisibles. Et pourtant, ils produisent autant d'énergie que les autres. Quand on fait la somme de la quantité d'énergie qu'ils émettent, ils sont tout aussi lumineux, une fois qu'on a intégré cette énergie. Et ce que ça montre ici, c'est que quand on étudiait les régions de formation stellaire individuelles dans l'infrarouge, on s'apercevait qu'on découvrait des étoiles qui étaient individuellement enveloppées de leur cocon de poussière. Là, on a franchi l'échelle du dessus. Ce qu'on découvre en ce moment, ce sont non plus des étoiles, mais des amas entiers d'étoiles qui sont, eux aussi, complètement enfouis dans un cocon de poussière. Et c'est des objets qui sont extraordinairement compacts. Quand on parle de taille, je resituerai un petit peu les choses tout à l'heure, là, les tailles qu'on voit ne sont pas des tailles physiques, c'est la taille que notre télescope est capable de mesurer. C'est-à-dire que c'est une source qui n'est pas résolue par le télescope. Ce n'est pas la taille de l'objet réel. Mais on voit qu'on est capable, dans ces régimes de formation, de former collectivement, instantanément, des structures qui contiennent des milliers d'étoiles, qui sont extraordinairement compactes et qu'on peut collectivement cacher dans de la poussière. Cacher au point de les faire disparaître des images visibles. Ce n'est pas la seule. Hein. Ça, c'est NGC 5253. Ça, c'est une composite visible. Et puis là, on passe en bande K, c'est 1 micron, et L, c'est un peu plus loin en longueur d'onde. Et on voit apparaître, ici, et puis là, dominant, une structure qui est, elle aussi, un amas d'étoiles enfouies, dont on a reconstitué le spectre sur 3 décades de longueur d'onde, et dont on a fait un modèle, simplement en utilisant un modèle d'amas d'étoiles, complètement enfoui dans un cocon de poussière, enfoui à tel point qu'aucun rayonnement ne nous parvient directement de cet amas. Le seul rayonnement qui nous parvient, c'est celui de la poussière autour de cet amas, chauffé par les étoiles, qui re-rayonne vers l'extérieur. Et on voit qu'on arrive à assez bien reproduire la totalité de l'émission de cette galaxie à partir de 1 micron. Et quand on compare l'émission de cet objet, de ce seul objet, à l'émission de la galaxie en entier, on s'aperçoit qu'il émet à lui seul autant d'énergie que toute la galaxie. Il n'émet pas à la même longueur d'onde, hein, il l'émet entre 1 micron et 1 millimètre, alors que la galaxie va l'émettre en deçà de 1 micron, et il émet la même quantité d'énergie. On est capable d'avoir comme ça un régime de formation des étoiles dans lequel on peut former collectivement, simultanément, des milliers d'étoiles, c'est-à-dire une source lumineuse extraordinairement intense et puissante, mais on est tout à fait capable de la cacher complètement dans une structure, dans un cocon de poussière, qui est tel que rien n'en sort dans le visible. Ça, c'est des statistiques. Il y a quelques objets sur lesquels j'ai travaillé où on voit ce type de structure. Ça donne le nombre d'étoiles massives que ces structures peuvent contenir. Donc on est à des choses comme quelques milliers à une dizaine de milliers. C'est des structures, en fait, et des tailles caractéristiques qui sont de l'ordre de quelques parsecs. Et ça, ces chiffres, c'est des chiffres qui sont tout à fait semblables à ce qu'on peut donner pour les amas globulaires de notre galaxie, et qui, eux, sont vieux. Ici, on est en train de parler de choses qui ont quelques millions d'années. Les amas globulaires de notre galaxie ont quelques milliards d'années. Donc, on est en train de parler de structures qui ont les mêmes propriétés morphologiques, mais pas le même âge. Et ça donne envie de penser que ces amas enfouis, ces très jeunes amas enfouis, très lumineux, vont évoluer pour devenir des amas globulaires. Ou à l'inverse, que les amas globulaires qu'on voit aujourd'hui dans nos galaxies ont été un jour
ces amas supermassifs, très bleus, très jeunes et enfouis, et que donc leur présence dans notre galaxie aujourd'hui, ça signale, il y a 10 milliards d'années, l'existence d'activités de formation stellaire du type de celles qu'on voit dans ces galaxies naines. Donc, pour revenir aux galaxies ultralumineuses, on cherchait un moyen de réaliser dans un volume extrêmement compact, puisque c'est de toutes petites galaxies, des sources de lumière très puissantes, tout en les cachant complètement. On l'a trouvé. Ici, c'est une galaxie qui n'est pas encore une galaxie ultralumineuse, qui est simplement une galaxie lumineuse, mais dans laquelle on a observé aussi, à cet endroit-là, ça, là, ce qu'on voit, ce petit point-là, c'est ça dans l'infrarouge. C'est-à-dire que ce petit point-là, ici, produit en fait 20% de la luminosité infrarouge de la galaxie. Et il se trouve que c'est une galaxie assez proche, donc on peut faire un spectre de ce point. Et on voit que là aussi, on a un superamas stellaire, c'est-à-dire quelque chose comme 10 millions de masses solaires, environ 3000, l'équivalent de 3000 étoiles massives, dans une région extrêmement compacte et très enfouie. Donc ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'on a un mécanisme pour expliquer ce qui se passe dans les galaxies ultralumineuses. Elles subissent des sursauts de formation stellaire, mais qui sont dans un nouveau mode par rapport à ce qu'on connaissait dans les régions de formation stellaire de notre galaxie. Au lieu de former des étoiles qu'on va enfouir, qui restent enfouies les unes individuellement, chacune individuellement dans son propre cocon de poussière, on a un mécanisme qui nous reste à comprendre, il n'est pas encore compris, qui permet de former collectivement un amas de quelques milliers d'étoiles massives, tout en le gardant enfoui dans un cocon de poussière. Ça, c'est un mode qui est typique de galaxies en interaction, de galaxies actives, mais qu'on ne trouve pas dans notre galaxie. Et ces superamas stellaires, en fait, on pense qu'ils évoluent, au bout de quelques millions d'années, ils vont arriver à expulser ce cocon de matière et faire ce qu'on voit ici, dans cette même galaxie. Toutes ces structures bleues sont des superamas stellaires. Il y en a plus de 300 ou 400 répertoriés dans ce simple objet, et devenir, pour une fraction d'entre eux, des amas globulaires qu'on observera dans 10 milliards d'années autour de cette galaxie, comme on les observe dans notre galaxie à nous. Ce qui semble indiquer que notre galaxie, comme toutes les autres galaxies, soit passée par des étapes de formation stellaire très très violentes dans lesquelles ce type de structure se formait. Alors le rapport avec la formation des galaxies, au début je vous disais que a priori, les galaxies devaient se former, le moment de formation des galaxies, ça devait être quelque chose sans poussière, puisqu'on partait de gaz primordial. Donc le rapport est sans doute assez éloigné. Mais en fait, on observe de la poussière aujourd'hui dans des objets qui sont très très lointains, donc des objets qu'on peut appeler très primordiaux. On observe par exemple ici l'émission d'un quasar qui est à 2,8, donc déjà un décalage spectral respectable, comparé aux galaxies qu'on voyait dans le champ de Hubble, qui sont plutôt des décalages spectraux de 1, 2 en moyenne, et on voit de l'émission de poussière dans cet objet-là. Donc il y a déjà de la poussière à ce moment de l'univers. Et puis cette galaxie dont je vous parlais, qui a ce nom complètement barbare, elle a l'intérêt en fait, d'avoir une abondance des métaux qui est 40 fois plus, une abondance des éléments lourds qui est 40 fois plus faible que dans notre voisinage. Donc elle a 40 fois moins évolué que le voisinage local. Et pourtant, elle a un spectre qui est ici, qui est un spectre de poussière. Certes, pour ceux qui connaissent ces spectres de poussière assez différents de ce qu'on connaît d'habitude, mais tout ça, c'est de l'émission de poussière. Donc il y a de la poussière dans un objet qui a pourtant très très peu évolué chimiquement. Donc il semble que, d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas aussi évident de dire que des objets peu évolués ou des objets situés loin dans l'univers, à des époques de formation des galaxies, soient nécessairement des objets sans poussière. Et donc à nouveau, il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on peut voir dans l'infrarouge. C'est ce qu'on a fait. Donc malgré le fait que ce soit paradoxal d'aller chercher en infrarouge l'époque de formation des galaxies, on l'a quand même fait parce qu'on n'est jamais trop certain de la logique qu'on utilise. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand on fait les mêmes relevés du ciel, là, on voit des populations galactiques très différentes. Alors là, cette image montre en contour, parce qu'avec nos télescopes infrarouges, on ne fait pas des aussi belles images qu'avec un télescope optique, ça, on est bien obligé de l'avouer, montre en contour ce qu'on a détecté dans les champs de galaxies Hubble, ce qu'on a détecté en infrarouge. Et ce qu'on voit immédiatement, c'est que, alors que Hubble voit énormément de galaxies, nous, on n'en voit que quelques-unes. On n'a que quelques galaxies, mais ces galaxies-là, en fait, chacune des galaxies qu'on a détectées, en fait, s'apparente dans ses propriétés aux galaxies ultralumineuses de l'univers local.
C'est-à-dire qu'elle a le même type de propriété, avec une émission infrarouge très très importante par rapport à son émission optique. Et ce qu'on a appris sur les galaxies ultralumineuses de l'univers local, on peut le réappliquer ici pour voir, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette époque de formation. Et reconstituer comme ça un scénario, cette fois-ci complet, en tout cas complet jusqu'à un certain décalage spectral, de la formation des galaxies. Donc ce qu'on a pu voir, en fait, c'est résumé sur ce genre de diagramme qui compte la quantité d'étoiles formées par unité de volume en fonction du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très compliqué de parler de formation des galaxies, on peut plus facilement parler de formation d'étoiles. Donc on va calculer combien d'étoiles se forment dans un volume donné de l'univers en fonction du temps, et ça nous montre l'évolution des galaxies. Et ça, c'est ce que révélait l'optique, c'est-à-dire une histoire, mais en fait, une fraction de l'histoire. Quand on a complété cette fraction avec les observations infrarouges, on découvre en fait une activité nettement plus importante. En fait, on découvre une face cachée de l'univers, une face cachée de l'évolution des galaxies, qui était inaccessible en optique, et qui était inaccessible non seulement parce qu'on ne la voyait pas, mais en plus parce qu'on n'avait pas de moyen de la deviner. Quand vous avez des objets qui sont capables de cacher 90% de leur luminosité, il n'y a plus de moyen de deviner qu'ils sont en train de le faire. Et s'il n'y a pas de moyen de deviner qu'un objet est en train de faire ça, il n'y a pas de moyen de corriger ce qu'on est en train d'observer. La seule façon, c'est d'aller le voir. Donc là encore, la poussière a été privilégiée. Donc je conclus cette exploration de ce qu'on peut apprendre en s'intéressant à la poussière. Ce qu'on a pu voir ici, c'est que même un microscopique grain de poussière n'est pas une quantité négligeable quand on travaille dans un domaine comme l'astronomie où tout ce qu'on fait, c'est regarder. Et ce n'est pas une quantité négligeable parce que l'astronomie, elle se base sur les autres sciences. C'est grâce à des physiciens du solide qui travaillent sur les propriétés des grains, à des ingénieurs, des techniciens qui essayent de développer des techniques pour recueillir de l'information, à des théoriciens qui développent des modèles de comment les grains doivent répondre, de où est-ce qu'ils doivent se situer dans le milieu interstellaire, comment ils doivent être formés. C'est grâce à ça qu'on est capable de tirer quelque chose d'un rayonnement en provenance de la poussière. C'est grâce à ça qu'on a pu avancer sur des domaines comme la formation des étoiles ou la formation des galaxies. Et ces conclusions, c'est plutôt des nouvelles questions. Forcément, l'astronomie s'est fait comme ça et la science s'est fait comme ça. Chaque fois qu'on répond à quelque chose, on ouvre une autre porte. Et il reste encore beaucoup de choses à faire. Les mécanismes de production de cette poussière sont mal connus. Comme je vous le disais au début, on sait beaucoup mieux casser la poussière que la faire. Et ça, c'est un problème parce qu'on sait qu'il y en a. Il y a des paramètres fondamentaux qui manquent dans notre théorie de formation des étoiles. En particulier, pourquoi les étoiles ne naissent pas toutes avec la même masse? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des étoiles qui ont une masse solaire, une fois la masse du Soleil, et d'autres sans? Et qu'est-ce qui fait que la probabilité d'avoir une certaine masse, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une fonction, qu'on appelle nous la fonction initiale de masse, mais c'est une fonction qui a l'air universelle. Ça, on ne le sait pas. Et puis comment est-ce qu'on forme les superamas stellaires? Moi, je vous ai montré une théorie de formation d'étoiles qui est individuelle. Elle ne marche absolument pas quand on va essayer de former des milliers d'étoiles simultanément dans un volume de 1 parsec. Parce que les étoiles en formation s'influencent les unes les autres et détruisent le système. Donc ça, pour l'instant, on ne sait pas faire. On sait qu'ils existent, on les voit, mais on ne sait pas le faire. Et puis le scénario de formation des galaxies est encore plein de pages blanches. Malgré tout, il doit bien se passer quelque chose à un moment où l'univers est sans poussière. Alors peut-être que ça ne se passe pas dans des galaxies. Peut-être que ça se passe de façon assez, pas uniforme, mais hétérogène dans l'univers. Et une perspective possible pour travailler là-dessus, c'est ce sur quoi je travaille. C'est le satellite Herschel, donc dont les tests des instruments devaient être terminés et qui donc commencent. Donc tout va bien. Pour l'instant, le lancement est toujours prévu en mi-2008, mais dans 6 mois, peut-être qu'il sera prévu fin 2008. C'est un satellite qui fait un télescope de 3,50 m de diamètre, qui va travailler entre 60 et 600 microns, donc dans un domaine que nous on appelle submillimétrique, parce que c'est juste sous la longueur d'onde du millimètre, et c'est les mêmes processus d'émission, c'est la poussière qui va être... On va observer de la poussière dans tout l'univers, avec 3 instruments qui sont à très forte participation française. Donc c'est quelque chose dans lequel la France s'est énormément impliquée. On va aller le mettre sur un point assez amusant de l'orbite du système Terre-Soleil, qui est le point de Lagrange, L2, qui est un point qui tourne avec la Terre. C'est assez pratique. C'est loin de la Terre, donc loin de son influence, mais en même temps, c'est toujours au même endroit dans le ciel par rapport à nous. C'est facile à suivre.
Et ça va durer 3 ans, parce qu'en fait, pour aller travailler dans le submillimétrique, il faut refroidir les instruments. La technique de détection qu'on emploie ici, c'est une technique universelle, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. On prend un bout de solide, on l'expose à la lumière, il va chauffer, et on mesure la température. Cette température, elle va être fonction de l'énergie qu'il a reçue. Alors évidemment, quand il s'agit de détecter des photons de 600 microns, ils n'emportent pas beaucoup d'énergie, donc il faut refroidir beaucoup le solide pour arriver à voir qu'il chauffe. C'est compliqué, mais ça reste faisable. Pour ça, on embarque des litres et des litres et des litres d'hélium, on embarque des machines qui font du froid, et puis on envoie tout ça à 1 million de kilomètres. On croise les doigts en espérant que ça va marcher. On fait des tests pour vérifier que ça marche. Voilà, donc c'est ce que je fais la semaine prochaine. Merci. Merci Marc. Désolé. L'infrarouge est un domaine passionnant, je crois qu'on aurait pu rester encore longtemps à t'écouter. Et bon, nous avons envie de te poser des questions, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la nature de la colle, finalement, qui fait que les grains s'agglomèrent, s'accrètent? Quelle est la nature des forces? Pourquoi ça se... Je ne parle pas des forces de gravitation, bien sûr. Non, c'est clair que ce n'est pas des forces de gravitation, parce que les grains, dans l'endroit où ils sont soumis à des forces qui sont bien supérieures à ces forces de gravitation. Il y a tout simplement il y a de l'électromagnétisme en jeu. On va charger ces grains. Ces grains sont soumis... Dans le milieu interstellaire, ces grains sont soumis à quoi? Bon, il y a du rayonnement autour d'eux, du rayonnement qui peut être du rayonnement UV. Donc on va charger certains grains. On peut aussi créer des sites réactifs en allant arracher des atomes. Donc on peut comme ça reconnecter, cette fois-ci plus des atomes, mais des molécules. Donc créer des liens, petit à petit créer des liens entre molécules, cette fois-ci, à la surface de ces grains-là. Après, on peut avoir des collages, entre guillemets, qui sont beaucoup plus fragiles. C'est-à-dire simplement des collages par... Alors, je crains de m'aventurer dans un domaine que je ne maîtrise pas, mais simplement, si vous imaginez un grain, une boule de neige, on peut coller des boules de neige les unes avec les autres et agglomérer comme ça des grains de plus en plus gros. Or, qu'est-ce qui se passe dans un milieu type nuage moléculaire un peu dense? On part de ces grains à cœur solide, et puis ils vont accréter comme ça des molécules, soit qui se posent sur les grains, ou qui créent des liaisons chimiques avec des sites réactifs sur le grain. Petit à petit, on construit des enveloppes de glace. Ça, c'est exposé à du rayonnement UV qui apporte de l'énergie, donc il peut modifier les liaisons que le grain va entretenir avec ces molécules, donc créer des liaisons beaucoup plus fortes, agglomérer la molécule ou l'atome à la structure même du grain, puis on fait grossir comme ça des couches. Puis quand ce truc-là va sortir du nuage et être beaucoup moins protégé, il va être érodé à nouveau par ce rayonnement. Donc il y a beaucoup de chimie. C'est pas de la chimie très propre parce qu'il faut on travaille avec énormément de molécules différentes. Mais il y a beaucoup de chimie en surface à faire sur les grains. Il y a d'ailleurs un programme du CNRS qui s'appelle Physique et chimie du milieu interstellaire, dans lequel on trouve des gens comme moi qui sont plutôt des observateurs du rayonnement des grains pour essayer de comprendre quelle est la source d'énergie de ce rayonnement, et puis des gens de physique du solide qui font des expériences de physique pour essayer de reproduire les propriétés spectrales de ces choses et donner un scénario d'évolution de la poussière interstellaire dans ces différents milieux. Une ou deux fois dans votre exposé, remarquable par ailleurs, vous avez mentionné le mot de matière noire. Et j'ai cru lire cet été qu'une expérience d'observation concernant le choc de plusieurs amas de galaxies avait plus ou moins mis en évidence, indirectement, cette fois, l'existence de la matière noire séparée de la matière visible. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Oui. J'en ai entendu parler. Alors là, une des raisons pour lesquelles je travaille sur les grains, c'est qu'au moins là, la matière noire n'a pas de question à se poser à l'échelle des galaxies, à l'échelle des régions de formation stellaire. On est assez indépendant. Mais ça, j'en ai entendu parler, oui. En fait, c'est une chose dans les amas de galaxies, la chose intéressante qu'il y a, c'est qu'on peut tracer la masse de plein de façons différentes. On a une masse lumineuse par le gaz,
intra-amas. On peut aussi tracer la masse par l'effet de lentille gravitationnelle que l'amas produit sur le fond de galaxie qui est situé derrière lui. Comme il est massif, il déforme les rayonnements quand la lumière passe à travers cet amas, sa trajectoire est changée par les lois de la relativité générale. Et donc, il y a un effet de lentille. On a même un effet de micro-lentille, c'est-à-dire de toutes petites distorsions qu'on peut mesurer statistiquement. C'est-à-dire, on mesure plein d'objets et leur orientation moyenne nous dit quelle est la déformation à cet endroit-là. Donc, on peut reconstituer comme ça la masse. Et cette fois-ci, c'est la masse totale. Noir ou pas noir. Donc, en fait, c'est surtout la matière noire. Donc, c'est un amas, en fait, qui, si je me souviens bien, les amas de galaxies, c'est ce qu'on appelle des structures qui ne sont pas relaxées, au sens où la formation des galaxies, bon, c'est terminé, mais la formation des amas, ça continue. Et c'est-à-dire que les galaxies se tombent les unes sur les autres pour former des amas de plus en plus gros. Ce n'est pas terminé, ce processus. Et ça, c'est un amas dans lequel il y a deux sous-amas qui sont en train de se percuter. Et on peut voir qu'effectivement, la masse telle qu'on peut la tracer à partir du gaz n'est pas au même endroit que la masse telle qu'on peut la tracer à partir des déformations gravitationnelles. Donc, effectivement, et ça, c'est la preuve que la matière noire ne suit pas exactement la même physique que la matière lumineuse. Bon, cela dit, effectivement, dans le domaine qui m'intéresse, la matière noire n'est même pas une condition limite. Ça pourrait ne pas exister. Bon, ce n'est pas vrai quand on va commencer à parler d'histoire de formation des galaxies. Et quand on s'intéresse à essayer de comprendre, comme je le fais, comment est-ce qu'on peut générer autant de lumière dans des sources aussi compactes, comment est-ce que la poussière peut réussir à absorber, survivre, être formée, là, effectivement, on est un peu indépendant de ce qu'il peut y avoir comme matière noire. Bon, puis les galaxies naines et la matière noire, c'est pas non plus... Oui, enfin si, les galaxies naines ont de la matière noire. Oui. Quand même. En tout cas, c'est vrai que les processus qui t'intéressent... Ils ne sont pas dominés par la matière noire. La Ils matière sont noire indépendants existe, mais ça n'a pas d'influence. C'est comme... On peut étudier la circulation de la région parisienne sans savoir que la Terre est ronde, quoi, en gros. Je ne savais pas qu'il y avait tant de problèmes, enfin, tant de poussière comme ça. Est-ce que cette quantité de poussière ne peut pas changer l'estimation qu'on a de la masse visible de l'univers? Si, c'est justement... en fait, c'est pas tellement sur l'estimation de la masse visible, c'est pas tellement là qu'il y a un gros débat. Il y a un grand débat sur les questions des supernovas à très grand décalage spectral. En fait, on essaie de mesurer... Ce qu'on essaie de faire, c'est mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Ça nous dit quelle masse il doit y avoir dedans. Et pour essayer de mesurer ça, il faut trouver ce qu'on appelle des chandelles standards, c'est-à-dire des objets dont on connaît la luminosité intrinsèque. Et en mesurant la luminosité apparente, on calcule une distance. C'est ce que faisait Trumpler, par exemple. Hein, c'est toujours le même système. Et aujourd'hui, on utilise les supernovas, enfin un certain type de supernovas, parce qu'on pense qu'elles sont relativement uniformes. C'est-à-dire qu'une supernova, je ne sais plus si c'est je crois que c'est type 1. Voilà. Il y a un certain type de supernova dont on pense qu'il produit toujours la même courbe de lumière et quelque chose d'assez standard. Et donc, en observant ça, proprement, et en comparant au modèle, on peut dire c'est à telle distance. Et c'est ça qui montre que l'univers semble être en expansion accélérée aujourd'hui. Et là, la question, c'est de savoir, à nouveau, comme dans Trumpler, est-ce que cette distance photométrique, hein, c'est une distance basée sur la luminosité des objets, est-ce que cette distance photométrique est correcte? Ou est-ce qu'elle ne serait pas à nouveau influencée par de la poussière, cette fois plus dans notre galaxie, mais de la poussière dans l'univers? Et c'est un débat qui n'est pas complètement résolu. C'est-à-dire que c'est compliqué d'imaginer qu'il y a de la poussière dans le milieu intergalactique. Mais l'univers est très vaste, et même les choses très compliquées peuvent se produire. Donc, ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas possible. Mais
malgré tout, si c'était le cas, eh bien, il y a peut-être des caractéristiques de ces événements qui seraient changées. Donc il y a un débat qui est plutôt orienté aujourd'hui en disant oui, il pourrait y avoir une poussière très spéciale qui produirait cet effet-là d'augmentation de la distance photométrique, d'augmentation artificielle. Mais ça ne serait pas la même poussière que celle qu'on voit dans nos galaxies, elle n'aurait pas les mêmes propriétés spectrales. Mais ça, ce n'est pas exclu, parce que la poussière intergalactique, il n'y a aucune raison qu'elle soit pareille que... Bon, j'ai une autre question. Oui, vous n'avez pas du tout parlé du satellite CIRT. Est-ce que c'est qu'il n'observe pas les objets qui vous intéressent, pas aux longueurs d'onde qui vous intéressent, ou il ne fonctionne pas? Alors ça, c'est... Je n'en ai pas du tout parlé, mais j'en ai beaucoup parlé. Parce que c'est SIRTIF, c'est le Space Infrared Telescope Facility, a été renommé Spitzer. Donc le satellite Spitzer et le satellite SIRTF ne font qu'un, parce que depuis peu, non, c'est pas depuis peu, les Américains, depuis Hubble, ont défini une classe de satellites qu'ils appellent les Great Observatories, les grands observatoires, et ils leur ont donné des noms de grands scientifiques. Donc Hubble a été le premier, et il y a eu AXAF, qui était un satellite X, qui a été renommé Chandra, pour Chandrasekhar, SIRTIF, qui est devenu Spitzer. Voilà, il y a le Wilkinson anisotropie, WMAP, c'est Wilkinson pour... Donc il y a une tradition qui est maintenant de renommer les satellites. Alors, les Européens, on a quand même un problème, un petit complexe. On n'arrive pas à faire les choses indépendamment des Américains. Donc depuis qu'ils le font, on le fait. Donc XMM est devenu XMM Newton. Et puis là, sur Herschel, on a fait un truc on va voir comment ça se passe. Parce que les Américains... Oui, on l'a fait pour Liam Herschel, mais la stratégie des Américains, c'est on renomme une fois que ça marche. Bon, on peut être différent quand même. On peut être différent, et on l'a été, parce que Herschel a été renommé, Herschel c'était FIRST, pour Far Infrared Space Telescope. Il a été renommé Herschel il y a de ça quelques années, bien avant le lancement. Bon, un nuage de poussière, qu'on suppose immobile, a une certaine raie d'absorption. Bon, s'il est en mouvement, cette raie d'absorption est également décalée dans un sens ou dans l'autre. On est bien d'accord. Supposons que ce nuage d'absorption se trouve sous forme de couches superposées avec des gradients de vitesse. Ça veut dire que la raie va s'élargir. Et donc la raie d'absorption devient un spectre d'absorption. Je dirais même un filtre à large bande. On est bien d'accord. Ça signifie que selon les mouvements propres de la poussière, on peut avoir des choses bizarres au niveau de la détection. Alors, déjà, il y a effectivement, dans l'absorption de la poussière, bon, déjà, effectivement, c'est un phénomène général. Il n'y a pas que la poussière, le gaz a des raies d'absorption à des longueurs très précises, qui dépendent de sa nature, et donc la position de ces raies et leur largeur est fonction de la vitesse d'agitation ou de la vitesse d'éloignement ou d'approche des objets. C'est d'ailleurs comme ça qu'on définit la distance des galaxies, c'est par le décalage que ça produit, ou qu'on définit aussi ce qu'on appelle la dispersion de vitesse, qu'on peut mesurer des dispersions de vitesse dans du gaz. Ça nous donne une idée de l'énergie cinétique de ce gaz, simplement en mesurant la largeur d'une raie. Alors, le problème qu'on a avec la poussière, c'est que, contrairement au gaz, c'est donc un matériau solide, et donc, soit on n'a pas de structure spectrale précise, c'est-à-dire, par exemple, dans le visible, il y a très peu de structures spectrales d'absorption, parce que le mécanisme d'absorption, c'est essentiellement un mécanisme géométrique. Donc, tant que le grain est plus grand que la longueur d'onde du photon, le photon tombe dessus et est absorbé. Donc, on n'a pas une signature spectrale propre. Et comme on n'a pas de signature spectrale propre, on a beaucoup de mal, une fois mesuré l'absorption, à en extraire une signature cinétique. Il y a des domaines où on a des signatures spectrales. Vers 10 microns, il y a des signatures spectrales des silicates en absorption. Et entre 10 et 20 microns, il y a des signatures spectrales des composés aromatiques en émission. À nouveau, comme c'est des solides, c'est jamais des structures très fines d'émission, parce que c'est toujours élargi par des processus collectifs d'interaction. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir une raie
qui est due à une vibration de CH, en surface d'un grain, mais elle va être élargie par influence avec la structure atomique, enfin la structure cristalline essentiellement autour. Donc elle va avoir une largeur intrinsèque qui est souvent plus grande que la largeur Doppler, la largeur cinétique induite par les mouvements de l'objet en question. Donc, en ce qui concerne la turbulence, la vitesse dans notre galaxie, la vitesse d'agitation des nuages, elle n'est pas suffisante pour arriver à élargir ces motifs de telle sorte qu'on le voit. Par contre, pour ce qui est des galaxies, évidemment, le décalage vers le rouge, le décalage spectral dû à l'expansion de l'univers joue aussi là-dessus. Et nous, on espère effectivement pouvoir identifier l'époque d'émission de certaines galaxies, cette fois-ci non plus avec des raies du gaz, comme on le fait d'habitude, mais avec des structures d'émission de poussière qui se seraient décalées dans le rouge. Bonsoir. Est-ce que les poussières interviennent-elles dans la formation des étoiles? Alors, elles interviennent à deux titres. D'abord, elles interviennent parce qu'elles cachent la formation des étoiles. Donc on peut dire, de mon point de vue, elles interviennent parce que, cachant la formation des étoiles, elles font écran à la lumière des étoiles qui sont transformées, elles l'absorbent et elles la réémettent. Donc elles interviennent, de mon point de vue, comme un messager de cette lumière. La lumière des étoiles, des nouvelles étoiles, est absorbée dans leur environnement par de la poussière, donc elle ne me parvient pas, sauf si je regarde l'émission de la poussière elle-même. La poussière va émettre la lumière qu'elle a absorbée, et ça me renseigne sur la formation des étoiles. Ça me dit, tiens, là, il se passe quelque chose. Là, il y a une jeune étoile en formation qui chauffe son environnement, et moi, je vois la lumière produite par cette chaleur. Donc, je peux identifier qu'il se passe quelque chose là. Ça, c'est un peu flou, parce qu'effectivement, c'est tout autour. Ce n'est pas la lumière de l'étoile. Mais si je le compte bien, si je fais bien mon calcul, je peux collecter toute la lumière émise par l'étoile. Je ne peux pas avoir une image. Ça, c'est vrai, je ne peux pas avoir une image, puisque ça a été absorbé par quelque chose qui était autour de la jeune étoile. Mais je peux avoir une quantité. Et avec une quantité, je peux déjà faire beaucoup de choses. Et ça, c'est un premier point. Et en fait, la poussière va intervenir d'une autre façon. Parce que quand le gaz se comprime, qui est le point nécessaire, une étoile, c'est du milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, ça a des densités de quelques atomes tous les centimètres cubes, pas grand-chose tous les mètres cubes, et on essaye de faire des objets dont la densité est supérieure à celle de l'eau, à peu près. Donc on essaye de rassembler du gaz, de le comprimer. Quand on comprime du gaz, on le chauffe. Et il faut évacuer cette énergie. Sinon, le gaz va refuser de se comprimer. Il va résister par sa propre température. Et la poussière, elle joue ce rôle-là. La poussière, c'est un moyen de refroidissement. C'est-à-dire que si on enlève la poussière, c'est bien plus compliqué de comprimer du gaz, parce qu'il n'a pas de moyen de se refroidir. Donc on le comprime, il s'échauffe, et s'échauffant, il va résister à la compression. C'est ce qui fait que, justement, on a un problème à former des étoiles au début de l'univers. Parce qu'au début de l'univers, il n'y a pas de poussière. Donc, il n'y a rien, ou il y a peu, pour refroidir le gaz quand il se comprime. Et il faut le refroidir parce qu'il faut continuer à le comprimer, jusqu'à ce qu'il atteigne des densités qui sont celles qui permettent d'allumer la fusion thermonucléaire, qui sont des densités très fortes. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui qu'à l'heure qu'on fait aujourd'hui, avec de la poussière, des étoiles qui ont la masse du Soleil, ou 10 fois la masse du Soleil, ou 100 fois la masse du Soleil, eh bien, au début de l'univers, quand il n'y avait pas de poussière, il fallait faire des étoiles 1000 fois plus grosses, parce qu'il n'y avait qu'en rassemblant autant de gaz qu'on arriverait à contracter quelque chose. C'est qu'en pesant d'un tel poids sur le gaz qu'on arriverait à le comprimer. En pesant un petit peu moins, eh bien, il s'échaufferait, enfin il s'échauffe, et comme il n'y a rien pour le refroidir, ou pas grand-chose, il n'y a pas la poussière pour emporter cette énergie, eh bien, il résiste. Et s'il résiste, il n'y a pas d'étoile. Donc la poussière elle joue deux rôles. Elle nous transmet de l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'elle est chauffée par ça, mais elle joue un rôle plus fondamental qui est de refroidir le système et de lui permettre de continuer à se contracter. Et s'il n'y en avait pas, il s'arrêterait assez vite. Il n'y aurait pas d'étoile telle que le Soleil. Voilà. On va s'arrêter. Je voulais juste poser une toute petite question moi-même.
peut-être c'est une colle, je ne sais pas, dans un nuage comme Orion, tu nous as montré plusieurs fois. Si on se promène dans le nuage, on rencontre un grain de poussière tous les centimètres, tous les mètres, tous les kilomètres, tous les 10 000 kilomètres, tous les millions de J'ai kilomètres. jamais fait ce calcul, moi. Mais je C'est m'étais une amusé à colle. faire d'autres calculs qui étaient, par exemple, si on était un grain de poussière, on voit passer un photon tous les combien. Et dans le milieu interstellaire qu'on appellerait diffus, enfin le milieu interstellaire, pas d'Orion, pas d'Orion, mais de notre voisinage, on voit passer un photon joyeusement toutes les semaines ou tous les mois, quoi. C'est pas fréquent, quoi. C'est un peu ennuyeux la vie de grain interstellaire. Donc ça veut dire quand même que les grains de poussière... Mais, ça- en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment, on est en train de parler dans les densités en termes d'atomes, on parle de quelques particules, quelques atomes de gaz par centimètre cube, et la poussière est encore moins abondante que ça. Donc, Ça n'a rien à voir avec le balai qu'on passe dans ah non, la cuisine. ça n'a rien à voir, question densité, et puis ça n'a rien à voir, question composition. Voilà. À moins que tu vives dans une maison où Non, tu c'est un fais propre chez beaucoup moi. de feu oui, un y peu a pas de partout. problème. Bon, bah, sur ces mots, et on te remercie encore. Bonne soirée. Merci.